Qui aurait pu prédire ? Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution... Bon, c'est ce que j'ai dit, j'allais dit. Une bonne vieille viande issue de chez nous. Le 1000e tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Explosion ! Et bonjour à toutes et tous et bienvenue en ce 6e épisode du 1000e tour. Bonsoir, bonjour à mes invités dans cet épisode. Salut. Bonjour. Bonjour. Alors qui sont ces invités ? On va les présenter tout de suite. À ma gauche, il y a Maudie, bonjour. Oui. Ça va ? Ça va très bien, je suis très réveillée, très en forme. Ouais, ça a l'air. Ouais, au top. Ok, super. Le petit footing, il est... Ah oui, toujours pour se mettre en jambes. Impeccable. Bien sûr. Super. Maudie, tu es streameuse. J'ai vérifié mes notes, hein, t'as vu ? C'est vrai, on aurait pu se tromper. C'est vrai, c'est mon métier principal. Tu es streameuse depuis longtemps, tu streames du jeu vidéo, de la science sociale. Ouais. Des sciences sociales. Ouais, des sciences sociales, sociologie, sciences politiques principalement. C'est ça, tu fais des lectures. Notamment. Exactement. J'invite les gens à venir lire des articles scientifiques et des bouquins avec moi qui sont globalement pas ultra accessibles si justement on n'a pas fait ce genre d'études. Et j'essaye pas de simplifier, de garder la complexité, mais en tout cas de rendre ça intelligible pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de ces sujets-là. Voilà. Trop bien. Et tu fais ça depuis super longtemps en plus. Enfin, tu streams en tout cas depuis super longtemps. Je stream depuis 2013 à l'époque sur Dailymotion. Voilà. Ah ouais, t'as commencé sur Dailymotion ? J'ai commencé sur Dailymotion et je regardais Zerator à l'époque et j'étais là genre waouh, ça a l'air trop bien. Zerator et Fury et je regardais beaucoup. Et voilà, d'ailleurs les gens le voient pas mais là tu as un t-shirt Z-Event. Presque, c'est un événement caritatif mais c'est pas le Z-Event. Ouais. Vraiment corpo streameuse jusqu'au bout, bien sûr. Bravo. Et t'es aussi chroniqueuse pour Arte, c'est une dernière partie, c'est ça que t'avais fait ? Et ben en fait pour Arte a un format qui parle de jeux vidéo sur Twitch. Ce format il s'appelle Jour de Plaine, oui. Et dans lequel il y a plusieurs segments et du coup j'ai un segment interview dedans, voilà. Et c'est ça qui s'appelle une dernière partie. Ouais, sauf qu'on a été remanié, il y a moins d'argent, moins de services publics, tout ça. Donc une dernière partie qui durait 2 heures est devenue une première partie qui dure 30 minutes. Mais je suis encore là. Et alors, c'est quoi la différence entre, à part la durée, entre une dernière partie et une première partie ? Pourquoi l'un était la dernière partie et l'autre la première ? En fait, le principe d'une dernière partie, c'était de garder des gens pour parler de leur parcours vidéoludique et vraiment approfondir la nuit, quoi. C'était un créneau de nuit. Et là, une première partie, c'est avant une émission en plateau où on parle d'actualité jeux vidéo. Du coup, j'accueille l'invité parce qu'il y a des gens qui sont pas trop à l'aise pour être sympa, apparemment. Donc une première partie, c'est la première partie, mais aussi la partie de jeux vidéo. En fait, au début, on jouait aux jeux vidéo et là, on n'a pas la foi. On a abandonné de jouer. Avant, je faisais des parties de Tricky Tower et j'ai perdu contre trop d'invités. Donc, j'ai quand même battu Brigitte Lecordier. Est-ce que je suis fière d'avoir battu quelqu'un qui, à l'âge de ma mère, je sais pas. Mais, voilà. Ouais, mais quand même, si, quand même. C'est stylé. Et tu as repris la place d'Usul dans les portraits de Blast. Exactement, et comme vous voyez, il n'est pas assassiné puisqu'il est là. Tu spoil. Il est bien vivant. Tu as spoilé. Tu as spoilé le vapoteur. Oui. Mon deuxième invité, c'est Ospolitique. Salut. Bonjour, Ospolitique. Est-ce que tu es journaliste ? J'ai été journaliste. Tu l'es plus ? Je ne le suis plus vraiment, non. Mais tous les matins, tu fais ta matinale sur Twitch. Oui. Tu parles d'actu. Tout à fait. Voilà. Mais c'est une revue de presse, c'est pas un travail de journaliste. Oui, bien sûr. Je vais pas moi-même chercher les infos, je vais pas écrire des articles, c'est un travail de revue de presse. La presse, c'est un travail de journaliste. C'est un travail d'édito, un peu à la mi-chemin entre l'édito et le journaliste, mais moi je me considère pas comme journaliste. Bah d'accord, voilà. Écoute, voilà, donc... Donc c'est bon, allez, merci. Voilà, écoute, qu'est-ce que je te dise ? Non, mais ouais, la matinale tous les matins sur Twitch, sur ta chaîne Twitch, Ospolitique. Alors du lundi au mercredi. Ah, du lundi, ah oui, ça, à chaque fois... Ça a changé il y a un peu plus d'1 an, parce que c'était trop fatigant de faire du lundi au vendredi. Ah oui, c'est vrai. Voilà, mais c'est quand même 3 jours par semaine. Super, et OLG, jusqu'à il y a pas si longtemps, OLG, ouvrez les guillemets sur Mediapart, pendant 6 ans. Ouais, jusqu'à lundi dernier, dernier épisode. Enfin, je sais pas quand est-ce que ce sera lundi dernier à la diffusion, mais... ce sera... Oui, non, ce sera... Non, je sais pas. Un lundi. Alors, c'était un lundi. C'était un lundi début juillet, et c'était fini. Et puis, pareil, les portraits, ça continue, sur Blast, avec Maudie. Exactement. Voilà. Et mon troisième invité, c'est donc Usul. Bonjour. 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 Bonjour Usul. Alors, Usul, tu es politologue. Politologue depuis peu.
Voilà, depuis 3 jours. Ouais, je me suis auto-décerné le titre parce qu'apparemment on a le droit. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat ou je sais pas quoi. Les vrais spécialistes en sciences politiques, ceux qui ont des doctorats, c'est des politistes. Les politologues, c'est tous les gens qui sont un peu intéressés à la science politique. T'as décidé de parler de politique publiquement. Puis franchement, je connais plein de trucs, donc vas-y, politologue, on est parti. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours la même. C'est le nouvel arc. Ouais, c'est un nouvel arc que j'ai trouvé. C'est la nouvelle saison, la 2023, ça part. Oui, maintenant je suis politologue. Avec Karim Rissouli. Politologue et vidéaste depuis très longtemps. Si je retourne à c'est ce soir, je leur dirais, mais t'es politologue maintenant. Bah, on va essayer de voir jusqu'où on peut aller arnaquer. T'es allé à C'est ce soir. Oui, une fois j'y suis allé, je te le jure. Je savais pas. Ouais. On en reparlera de toute façon. On en reparlera depuis bien longtemps. 3615 Usul sur jeuxvideo.com, mes chers contemporains. Ouvrez les guillemets, on vient d'en parler, les portraits également. Et puis, sur Twitch, il y a 2 ans de ça, une tentative d'émission qui s'appelait JPP. Oui. Juste parler politique que j'ai retricoté pour faire ce podcast. Donc tu as la paternité de... Ouais, on avait essayé ça, de réunir des gens pour parler un peu de manière légère de politique, avec un peu des blagues, des questions et tout. Je me souviens, il y avait... je sais plus qui est venu, là, il y avait Jules, il y avait Ron, Arwa Barkala qui était déjà passé. Tahabouaf, bien sûr. Et plein de beaux linges. Toi, t'es venu aussi. Ouais. Toi, t'étais régulier même, je crois. T'en as fait 2, donc comme j'ai fait les 2, j'étais régulier. Et finalement, comme je suis le seul à avoir fait les 2, j'étais quasiment fait toutes les émissions. Quoi. J'ai fait toutes les émissions. Le seul homme sur Terre à avoir été invité de toute cette émission. Ah ouais, non, mais là, faut pas chercher, il y en avait pas d'autres. Bah voilà, donc c'était bien, mais en fait, c'était très chiant à faire parce qu'il faut booker les gens et tout, et quand t'as d'autres trucs à faire. Enfin, le plus chiant, c'est vraiment de dire à tout le monde, alors, vous êtes là à 19h, c'est horrible. C'est chiant. J'en suis au 6e épisode et ça s'est plutôt bien passé jusque-là pour moi. J'ai quand même plutôt de la chance d'avoir les gens dispo, mais mais en direct c'est pas pareil, hein. Franchement, booker des invités pour un truc en direct c'est vraiment compliqué. Mais il y a des gens alors toi, nous on faisait ça à distance via Discord à l'époque de JPP parce que c'était le confinement, c'était le deuxième confinement. Ça devait être ça. C'est le confinement d'automne, le confinement light là. Il n'y avait pas les bars là. Ouais, il y avait pas les bars, mais ceux qui travaillaient dehors allaient quand même travailler. Oui. Donc voilà, mais moi du coup je fais ça en physique et il y a 2 fois où j'ai invité des gens sans trop les connaître et en sachant même pas en fait s'ils habitaient à Paris, parce qu'à la base je suis à Paris, mais aujourd'hui nous sommes à Lyon. Oui. Et oui, le millième tour se déplace en région, au plus proche des préoccupations des Français. Et des territoires. Et des territoires. Et des acteurs provinciaux, voilà. Et les 2 personnes, je savais même pas s'ils habitaient à Paris, habitaient dans un rayon de vraiment 5 km autour de chez moi, donc j'ai fait, ça va. Voilà, donc ça va, ça s'est bien passé, mais sinon c'est galère d'avoir des invités, petit tout ça. parisien consanguin, là. Exactement. Germanopratien. Écoutez, on va passer à la première séquence. On va parler des actualités, sachant que on enregistre le 5 juillet. Dans le dernier épisode, on a parlé très brièvement de ce qui s'était passé évidemment avec le jeune Naël à Nanterre, puisque l'épisode a été enregistré le jour même de ce meurtre. Donc c'était vraiment trop frais et c'était compliqué d'en parler. Peut-être aujourd'hui on pourra revenir un peu plus sur ce qui s'est passé évidemment depuis une semaine. Voilà, je faisais une petite introduction, on en reparlera. Maudit, je fais chaque fois de ma gauche à ma droite. Ouais. Faut pas faire ça. Non. Désolé. Vas-y, oui. Est-ce qu'il y a une actu qui t'a marqué, dont t'avais envie de parler Ouais, je pense qu'on reparlera de Naël et de tout ce qui s'est passé plus tard. Du coup, moi, je garde mon actu. Je sors mon téléphone. Il y a un article du Parisien qui est sorti. Voilà, je suis pas très précise parce que. Non, mais il y a pas de souci. Un article du Parisien qui est sorti. Ce podcast est très imprécis sur plein d'aspects. Il m'arrive de temps en temps de devoir couper des passages parce que tout simplement, c'était pas vrai. Donc il y a aucun problème. C'est très drôle ça. Non, un article du Parisien qui est sorti le 3 juillet 2023 qui parle d'une enquête ouverte pour viol contre le youtubeur The Kerry78. Voilà.
Et bon, j'ai envie de parler de ça parce que forcément, il est aussi sur Twitch, donc c'est quelque chose qui me touche dans mon activité professionnelle, on va dire. Moi, c'est pas quelqu'un que je connais personnellement ou avec qui je suis en contact, mais j'ai vu des retours assez intéressants sur ce qui s'est passé, où en gros, là, il y a une femme qui a été portée plainte pour qui l'accuse de l'avoir droguée et agressée sexuellement à son domicile à elle, après l'avoir accompagnée après une soirée. Et en fait, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est les réactions qu'il y a. Alors évidemment, il y a des gens qui le défendent, il y a tout ce truc un peu de parasocial où en fait, t'as des gens qui sont attachés à lui et qui vont lui trouver toutes les excuses du monde. T'as des masculinistes qui vont s'en servir pour remettre en question la notion de consentement et qui vont investir ça que ça prend tout un coup un volet politique assez grand. Mais moi, ce qui m'a pas mal marqué, c'est en gros, il est youtubeur depuis 10 ans. Et j'ai vu pas mal de messages passer de moi j'ai grandi avec ce type quoi. En tant que jeune homme, je me suis construit en regardant ses vidéos, c'est quelqu'un qui m'a accompagné dans ma construction en tant que jeune adulte et là je suis dégoûtée quoi. Et donc je trouvais ça intéressant d'avoir, parce que forcément moi dans la bulle dans laquelle je suis, il y a eu beaucoup de réactions féministes et militantes, mais d'avoir ce côté-là de j'ai grandi avec un youtubeur et en fait il y a eu un problème où, pareil, il avait été dénoncé publiquement parce qu'il avait une relation avec quelqu'un qui avait 16 ans, quand lui, il a 35 ans. Ouais. Donc ça, c'était l'année dernière, je crois. C'était il n'y a pas si longtemps. Mais du coup, il y avait déjà eu beaucoup de discussions par rapport à ça, beaucoup de gens qui disaient, en fait, t'es en train de banaliser des choses qui sont potentiellement dangereuses. Et là, pareil, en fait, quand il y a eu... la plainte a été déposée et il a décidé de lancer un live Twitch pour se défendre. Live Twitch dans lequel il minimise... Mauvaise idée. Ah ouais. Il a un avocat, lui. Ah non, mais c'est assez dramatique parce qu'en fait, c'est un live dans lequel il minimise en fait ce qui s'est passé. Donc, il avoue avoir une relation sexuelle avec elle. Il avoue pas le fait que... Enfin, voilà, en tout cas, lui, il dit qu'il ne l'a pas droguée. Mais par contre, il explique qu'elle tient pas debout, qu'elle est extrêmement alcoolisée, que lui, il a doit la ramener jusqu'à chez elle. Et donc, en fait, la manière dont il présente ça, il y a toute une narration qui se construit où... en fait, moi, de ce que je ressens, tu vois, on voit qu'il voit pas le problème, quoi. En fait, la culture du viol... La culture du viol est tellement imbriquée que pour lui, là, il est dans quelqu'un qui lui demande de rester. La meuf est en PLS et lui dit non, mais reste, parce qu'elle a peur de s'évanouir et de faire un malaise. Et du coup, il se dit là, je suis là, j'ai dû la laver parce qu'il y avait du vomi, on est à poil tous les deux. Let's go. Vraiment voilà. Et en fait c'est ouf parce que moi je trouve qu'on voit à quel point il ne comprend pas le problème. Et c'est pour ça qu'il peut en parler publiquement parce j'ai vu quelques extraits du live passer sur Twitter et c'est vrai que c'est quand même très très lunaire et effectivement on voit qu'il est moi, complètement déconnecté j'ai regardé le live et en fait quand tu regardes les extraits, quand tu vois le live, tu te dis ça sonne comme des aveux, mais pour lui c'est pas des aveux, pour lui la situation n'est pas problématique. Et je trouve que c'est une affaire assez éclairante sur ça. On baigne tellement dans une culture du viol qui est importante que la plupart du temps les agresseurs ne voient pas le problème. C'est-à-dire que là, ils sont dans une situation qui est plutôt normale et banale, ils voient pas le problème et ils peuvent pas se concevoir comme violeurs ou agresseurs, justement. Donc du coup, ils sont ok de raconter leur version de l'histoire en ces termes-là. Donc voilà, il y a plein de choses politiques, je trouve, à en ressortir et plein de choses sur le milieu aussi. J'ai des collègues qui ont dit, quand est-ce qu'on arrête de mettre ces personnes-là en avant, quoi. Voilà, quand est-ce qu'on arrête de travailler avec eux, on tire plusieurs fois la sonnette d'alarme, mais en même temps, on leur laisse un peu tout passer, donc au bout d'un moment, faut faire des choix aussi, quoi. Ouais, complètement. Mais je sais pas s'il est, je crois que de toute façon, il avait été pas mal marginalisé depuis cette histoire avec la fille mineure. D'il y a 2 ans. Oui, parce qu'il s'était beaucoup justifié. En fait, pareil, il y avait des potes et des collègues qui lui avaient dit non, mais là, tu déconnes un petit peu. Et pareil, il s'était trouvé beaucoup d'excuses et il avait continué. Voilà. Donc, oui, effectivement, il est un peu plus marginalisé qu'avant, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que ça reste quelqu'un quand même avec une énorme communauté. Donc, même s'il est marginalisé au sein par rapport à ses collègues, en fait, il y a aussi une responsabilité, je pense qu'on peut dire des plateformes. Ouais, des plateformes. Ouais, c'est ça, parce qu'il y avait une autre affaire, l'affaire Léo Grasset. J'ai vu qu'il a été banni de Twitch. Je pense en fait tout simplement que de toute façon, son live explication était tellement à côté de la plaque qu'il était même plus dans le cadre des règles de Twitch. Donc, très clairement. Mais plus globalement, il y a une question de la responsabilité des plateformes qui se pose beaucoup. Et on l'avait vu pour les affaires de Norman, de Léo Grasset, où là YouTube avait décidé de démonétiser les vidéos et en fait c'est des questions qui se posent. Alors il y a l'aspect à la fois juridique où ils vont dire il n'y a pas eu de condamnation donc on peut rien faire, mais en même temps il y a aussi une responsabilité de ces plateformes vis-à-vis il y a une responsabilité des vidéastes, des streamers vis-à-vis de leur communauté et il y a une responsabilité des plateformes vis-à-vis des gens des plateformes en tant que
même si c'est toujours un peu compliqué de faire des parallèles parce que c'est un système différent avec le monde du travail, c'est comme l'employeur quand il met une mise à pied, il met pas forcément quelqu'un à pied parce qu'il y a une condamnation, mais juste il dit vu ce qui se dit, vu ce qui semble tout ça, on met à pied. Et le fait de suspendre la monétisation, c'est une façon de mettre à pied aussi un employé, entre guillemets. Puis je sais pas si... Les partenariats aussi, ça s'était vu dans l'affaire avec Léo Grasset qui fait une vidéo où il revient, où il a retrouvé un partenariat après. Je crois que c'était HelloFresh. Ouais, c'est ça. HelloFresh qui s'est fait aggro, j'imagine, sur les réseaux sociaux pour leur dire mais qu'est-ce que vous foutez là ? Pourquoi, c'est quoi le message que vous envoyez en disant nous on va le sponsor, et ils ont retiré, donc l'autre il a dû re-uploader la vidéo ou je sais pas quoi en coupant la partie sponsor d'HelloFresh, donc il a reperdu le seul sponsor qui avait cru que en fait c'est bon, maintenant ça pouvait passer, on pouvait repartir sur Léo Grasset quoi. Ouais, mais je pense que il y a beaucoup de sponsors qui sous-traitent le démarchage auprès des campagnes. Ouais, les campagnes et qui en fait d'agences. C'est sûr, ouais. Auprès d'agences. Je pense parce que en fait à partir du moment où t'as beaucoup d'abonnés sur une plateforme ou quoi, de toute façon tu reçois des mails à la chaîne qui sont souvent très robotiques. Non mais dis-toi que c'est le pire, c'est-à-dire qu'ils sous-traitent à une agence dont c'est censé être le métier que de choisir des influenceurs qui correspondent à ta marque. Mais qui fait ça à la chaîne et qui forcément pas regardant. Et moi ce que je reçois, de ce que j'ai l'impression dans certains mails, c'est que c'est des mecs tout seuls qui sont mandatés par telle ou telle marque avec une liste et en disant faut que vous trouviez un max de gens, et je suppose, c'est une hypothèse, que la rémunération doit aussi dépendre du nombre de personnes du nombre de contrats que t'as fait signer. Ça a l'air vraiment un peu à l'arrache. Ça m'étonnerait pas. Ouais, ça m'étonnerait pas non plus. On n'en sait rien, mais ça m'étonnerait pas. Ouais. Puis ils regardent les chiffres, le nombre d'abos de la chaîne, vaguement le thème de la chaîne, et puis après rouler jeunesse quoi. Mais là c'est con parce que Léo Grasset, tu googlisais le nom. Et c'était bon. C'était de la presse nationale quoi. Donc bon. C'est pas compliqué là dans ce cas-là. Et on verra comment ça évoluera. Donc il y avait un article du Parisien d'aujourd'hui, 5 juillet, qui détaille. Mais moi, ce que je trouve positif dans tout ça, c'est que on en parle quoi. C'est-à-dire que c'est devenu un sujet, ça pose question. Et alors le revers de la médaille, c'est que les masculinistes s'en saisissent et font de ces mecs-là des porte-étendards en disant non mais eux ils ont le courage. Tu vois, de porter ces trucs-là, parce que, enfin, pareil, y a des justifications qui viennent. Là, j'ai reçu des messages en disant, moi, je serais toujours derrière Sardoche, et qui surinvestissent le truc pour défendre ces mecs-là, qui sont pas forcément de leur public à la base, même si des fois ça va ensemble, hein, évidemment. On l'a vu avec Johnny Depp. Ouais, et je pense qu'il y a ce truc-là, en fait, des gens qui vont défendre et surinvestir le sujet pour des raisons politiques qui sont des raisons masculinistes, et en même temps, au moins, on en parle. Ça pose des questions d'un point de vue professionnel, et moi je trouve que c'est sain parce que c'est des gens qui sont dans le métier depuis 10 ans et voilà, et là les questions commencent à se poser, on en parle donc bon. Et j'ai l'impression que c'est encore trop peu, mais encore trop, je veux dire, mais de moins en moins, je trouve qu'il y a des gens pour défendre. Alors Johnny Depp, ça a été très particulier, c'est vraiment un espèce de cas d'école, mais là par exemple sur The Kyrie en même temps, je veux dire, oui, c'est tirer une balle dans le pied tout seul. Oui, voilà, c'était très compliqué, mais j'ai l'impression quand même que de moins en moins ça passe. En fait, à force de montrer les choses, des personnes qui au début disaient non, désolé, mais puis là il y a même pas le lustre culturel qu'il peut y avoir quand il y a du Johnny Depp, c'est un grand acteur, Depardieu, Polanski, etc. Oui, Depardieu, très bon exemple. Où là on n'ose pas, c'est un monstre. J'ai un problème. Bon, allô. Oui, c'est bon. Oui, Depardieu on n'ose pas, c'est un monstre. Non, je suis plus dedans là. Ah si, je suis dedans. Si, t'es dedans. Je reprends. Donc vous couperez, hein. Vous couperez. La face de bourgeois, quoi. C'est les gens riches qui disent vous couperez, monsieur. Vous couperez. Oui. Depardieu, en plus, c'est le côté je suis un monstre sacré du cinéma, on n'ose pas s'attaquer. Mais là, Kyrie, je suis désolé, gros, y a rien qui va te sauver, quoi. J'ai même envie de dire pire. T'as pas vu les vidéos Ramadan, hein? Des vidéos Loupson Ramadan Non. Personne n'a la rêve, c'est terrible. Non, je sais pas. Ça date de 2016. C'est pas mal comme ça qu'il a été connu. Bon. D'accord. Les auditeurs et auditrices auront la ref. Mais tu vois, sur Léo Grasset, moi j'ai eu pas mal de gens qui sont tombés des nues aussi, justement parce qu'il y avait ce petit lustre de vulgarisateur, c'est quelqu'un qui semble important, et donc d'un coup c'était comment c'est possible, et vraiment des gens qui tombaient des nues, quoi. Donc, je parle dans le public, hein, je parle des gens qui sont spectateurs des vidéos. Et il y avait, comme dans l'affaire Cristiano Ronaldo, il y avait le Léo Grasset, il a pas besoin de ça, il est beau gosse. Il est beau gosse, ouais, bien sûr, l'effet de halo, il est beau, bon, voilà. Ouais.
beaucoup de beaucoup de chemin. Ouais. mais ça avance. Host. Oui. Alors, quelle est ta chronique? Non, Alors, je vais improviser une chronique maintenant. D'accord. En alexandrin. Allez, et si tu nous faisais tes actus trop locales? Ah oui, très bien. Ça nous fait rire, là, les trucs avec le saucisson, les territoires, le fromage. Ce matin, j'ai fait la compétition, le 18e concours de décortiquage de crevettes grises. Voilà. De crevettes grises en plus. À côté de Dunkerque. C'est dur, ça. Voilà. C'est les toutes petites, ça. Et pour la deuxième année consécutive, les 3 premiers étaient uniquement des Belges. Ah bah tiens. Donc ça a lieu dans le nord de la France, et voilà. J'allais te demander qui a gagné, quoi. Ouais, c'est Nathalie qui a gagné. C'était sa 8e participation. Et son mari lui a fait un massage des mains avant de commencer le concours pour l'entraîner. Voilà. Ça déconne pas, hein. Ah non, mais ça déconne zéro, c'est vraiment préparation incroyable. Mais elle a gagné quoi, Nathalie? Elle a gagné. Peut-être qu'elle a une médaille à la fin. Je pense qu'il y a une médaille. Au moins, minimum. Ouais. Non, mais il faut un prix quand même. Ouais, mais je suppose qu'il y a un prix, mais Son poids en crevettes. Ce n'était pas précisé, il faut voir ça avec France 3, Hauts-de-France. Ouais. Voilà, c'était pas précisé dans l'article. Ok, Usul, ton actu. Ouais, non, on avait que ça, là. Cette semaine, pour nous, il s'est rien passé de plus marquant. C'est ça. Ouais. Non, mais on peut revenir sur l'actualité principale de la semaine pour passer un peu de temps là-dessus. Évidemment, ça fait à peine une semaine. C'est passé très longtemps. C'est passé en très longtemps cette semaine-là qui vient de s'écouler. Avec des nuits de révolte urbaine. Nuits de révolte urbaine, donc est-ce que ça sert à quelque chose de résumé? Sans doute pas, mais peut-être si les gens écoutent ça dans très longtemps. Donc il y a eu la mort de Naël suite à un tir de policier, suite à pendant un contrôle et un prétendu refus d'obtempérer, etc., etc. Comme on en parlait dans l'épisode précédent, c'est un schéma bien classique et malheureusement vu et revu. Mais là, il y a eu, c'était un petit peu l'étincelle de trop parce qu'il y a eu un premier rapport dans la presse sur ce qui s'est passé, sauf que comme d'hab, les policiers mentent. Comme d'hab, voilà. La vidéo reflétait pas la réalité. Et en fait, il y avait une vidéo prise par une meuf depuis son balcon en face et qui montrait bien que c'est pas comme ça que ça s'est passé et que clairement le tir était très très problématique. Ouais, mais justement, je pense que sur cette question-là, on a beaucoup dit que c'était parce qu'il y avait une vidéo qui contredisait le PV des policiers, mais en fait, des affaires ces dernières années, c'est avec des policiers qui mentent sur leur PV. Ouais, il y en a eu. Il y en a eu plein, même y compris avec des vidéos qui contredisaient ça. Je pense que c'était plus on peut vraiment jamais vraiment savoir pour quelle raison ça s'embrase à tel ou tel moment. En fait, il y a tout un ensemble de facteurs qui rentrent en compte. Là, ça s'est embrasé. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est parce qu'il y avait une vidéo ou parce qu'il y a non, mais en fait, ça a rajouté un petit truc. Il y a l'âge du gars donc qui avait 17 ans. Je dis, il y a la vidéo où il y a vraiment cet aspect très froid, très soudain. Il y a une affaire à Paris. Il y a pas, c'était en région parisienne. Je sais pas si c'était à Paris, mais il y a assez peu de temps, qui a été jugé au tribunal. Ça date, je crois, de 2019. Et en fait, il y avait là aussi une vidéo à ce moment-là où c'était un contrôle des policiers qui venaient contrôler devant une épicerie des jeunes qui faisaient une séance de sport devant cette épicerie. D'accord. Et il y avait en fait là une vidéo où on voit distinctement un policier jeter un sachet de drogue derrière un des interpellés. Oui, exact, oui. Et il y a eu des condamnations pour les policiers avec des interdictions d'exercer, donc des condamnations quand même assez lourdes par rapport à ce genre d'affaires d'habitude. Ils ont pas l'habitude. Et là, c'est quelque chose aussi, on a vu clairement qu'ils avaient menti sur leur PV avec des personnes qui étaient assez jeunes. Bon, là, il n'y a pas eu de mort heureusement, mais en fait, ces affaires-là comme ça, c'est juste pour dire qu'il y en a tout le temps en fait. Oui, il avait jeté un sachet et puis il avait ramassé par terre une seconde après en disant bah alors c'est quoi ça? Ouais, comme dans les films. C'était vraiment ça. Vraiment. C'était t'avais de la drogue sur toi, voilà. The Shield. Et un autre facteur aussi qui fait qu'on a parlé de cette affaire-là, c'est que donc oui, Naël était jeune, il y avait une vidéo, et puis Naël était un Français de Nanterre. Tu vois, il y a des sévices policiers, il y a des meurtres policiers. Si c'est un Guinéen récemment immigré, machin, il a pas 17 ans de gens qu'il a pu rencontrer en France qui vont le pleurer, qui vont faire quelque chose. La famille, c'est toujours un critère très important dans les violences policières. Les seules victimes de violences policières que vous connaissez, c'est grâce à leur famille. S'il n'y a pas de famille, il y a des meurtres qui sont plus invisibles que d'autres en fait. C'est vrai. Donc voilà, le rôle de la famille encore là-dedans. Vous avez vu comment ils ont médiatisé aussi la mère, comment la mère aussi s'est emparée de cette séquence aussi pour dire c'est pas une marche pour la paix, là c'est une marche pour la justice. Ils sont allés chercher la grand-mère pour lui demander d'appeler au calme. Et la grand-mère, elle a finalement appelé au calme. Et là ils ont dit la grand-mère appelle au calme. Genre les quartiers c'était la merde, la grand-mère quand même. Ok. Ça c'est la grand-mère, ça rigole plus. Non mais voilà, donc la famille c'est aussi super important. Les femmes,
les femmes de manière générale, sont souvent des meurtres d'hommes, de jeunes hommes, et c'est souvent les femmes derrière, la mère, la sœur, dans le cas d'Adama Traoré, et en général, c'est énormément des femmes qui portent ces combats-là aussi. Ouais. Et donc là, ça a été très vite monté, et puis ça a ouvert une quantité de branches et d'épisodes là depuis une semaine. Alors là, il y a plein d'angles possibles parce que il y a eu tout et n'importe quoi. Il y a eu un déferlement chacun a voulu imposer un peu ses thèmes, sa grille de lecture, son agenda politique aussi. Et assez rapidement, on a fini par ne plus parler de l'événement de base qui normalement aurait dû être le cœur du problème, c'est-à-dire le rapport de la police à certains citoyens, dirons-nous, à son racisme, le rapport de la police aussi à sa violence, etc. À ses vieux démons. Voilà, pas si vieux que ça, finalement. Enfin, je veux dire si, mais là, il y a une intensification, en fait. C'est pas évidemment qu'on va finir par en parler. Le nombre de morts, quand on prend les décomptes, qui sont d'ailleurs aussi souvent faits par les familles et par des femmes qui arrivent à compiler des trucs comme ça. Là, Basta en a sorti un il y a pas longtemps. Mais il y a une augmentation. C'est pas normal. Normalement, globalement, quand on regarde l'histoire de ce pays, on est censé aller vers plus de paix, parce que plus de justice, plus de paix. Non, là, il y a un domaine dans lequel les policiers font plus de morts qu'avant. Eux-mêmes meurent moins qu'avant. Alors, il y a des chiffres Alors, je crois qu'il y a même des chiffres de l'IGPN maintenant. Depuis assez récemment, l'IGPN sort des chiffres. Basta, c'est basé sur des chiffres des médias. Et il y a un graphique qui a été... c'était dans la presse suisse, je crois, dans Le Temps, où on voyait le nombre de morts par habitant en intervention policière. Et en fait... En Europe de l'Ouest, la France est devant. C'est le pays en Europe occidentale où il y a le plus de morts à cause des interventions policières. Alors on est très loin derrière l'Amérique du Sud, les États-Unis évidemment, mais en Europe de l'Ouest, on a quand même on a une police particulièrement meurtrière. Égalité à peu près avec la Belgique qui est un petit peu derrière la France. Mais en tout cas, il y a quand même une position particulière de la France sur son maintien de l'ordre. Et effectivement, comme dit Usul, ça on en a presque pas parlé. Au final, c'est venu très vite sur les émeutes, sur combien ça va coûter, les assureurs, Bruno Le Maire, il faut qu'ils réduisent les franchises des assureurs. Il y a eu les mesures de la droite. C'est parti très vite. C'est parti très vite sur les émeutes et même j'ai envie de dire, il y a eu donc cette cagnotte provocatrice de Jean Messia, lancée par Jean Messia, le polémiste d'extrême droite, le rien. Qui, je sais même pas comment le définir. Aurait eu des emplois fictifs au ministère des Armées selon Mediapart. C'est vrai, il y a ça qui était sorti il y a 3 semaines, un mois. Et donc une cagnotte de soutien. Il y a un petit problème avec ce micro, je crois. Petit faux contact. Jean Messia on l'emmerde, Jean Messia on l'emmerde. Non, mais donc il a lancé la cagnotte en soutien à la famille du policier, clairement dans le but de faire concurrence à la cagnotte pour la famille de Naël. Non, il y a plusieurs trucs parce que alors là pour le coup ça rentrait complètement dans la problématique de départ et pour moi on aurait dû marteler là-dessus beaucoup plus que ça n'a été fait. Ça a été fait par Jean-Luc. C'est ce truc du communiqué d'Alliance et UNSA Police. Donc les syndicats majoritaires, les deux représentent 50%, je crois, de la police. Dans un premier temps, il y a eu un communiqué de policiers en colère, là, France Police, le syndicat bidon de Bruno Attal, qui est même plus policier. Qui est même plus policier. Là, je me souviens, j'avais relayé en disant arrêtez de relayer cette merde, le mec représente rien, c'est pas grave, on s'en fout. Mais là, Darmanin a dit attention, on va le dissoudre lui. Bon, c'est un factieux, on va le dissoudre. Et puis là, il y a le communiqué UNSA Police Alliance. Là, il représente quelque chose. Et là, je dis là, par contre, c'est grave. Ouais. Parce que disent à peu près pareil. Comme ça. Ils disent à peu près pareil qu'Attal, avec à peine plus d'enrobé, quoi. Et là, il n'y a pas de dissolution. Non. Et ça dit vraiment quelque chose. À la fois, ça dit quelque chose de la mentalité des policiers. Là, ils sont dans ce mode-là. Ils sont dans ce mode. En fait, nous, vous rendez pas compte, on est le dernier rempart de la République entre les hordes de barbares dans les banlieues. On fait ce travail-là que vous voulez pas faire. On se salit les mains au quotidien de ces nuisibles qu'ils appellent. Ils appellent comme ça dans la tribune. Et vous là les bobos et tu vois cette grille de lecture, le le nous, et puis la déshumanisation aussi, parlant de nuisible, vraiment dans une rhétorique fasciste là, c'est vraiment et puis l'animalité des classes populaires dans les quartiers, enfin ce truc. Mais après de toute façon je pense que
Enfin, moi, ce que je trouve intéressant avec ces affaires, et là, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, ça arrive régulièrement qu'il y ait des problèmes de violence policière, voire des assassinats. Ça fait pas toujours la une, mais des moments comme ça sont obligés de mettre des gens qui vivent pas dans ces quartiers face à la réalité de ces quartiers, qui est que ils sont utilisés comme laboratoire par la police pour tester aussi des choses qui vont être utilisées ensuite en manif. Donc en fait, eux, la répression policière, ils la vivent à pleine balle, en fait, vraiment littéralement, et ils en subissent les conséquences. On teste la technologie, mais comme si c'était des sous-citoyens, justement. On essaye les choses sur eux. Et là, je suis retournée au cinéma. Je vais très rarement au cinéma, et j'ai été au Comédia à Lyon. Et je me suis dit, la dernière fois que je suis venue au cinéma, c'était pour voir le film Les Misérables, qui parlait justement de quand il y a des actes de violence policière, qu'est-ce que ça peut donner et comment est-ce que ça peut embraser certaines parties des quartiers. Et je me suis dit, c'est marquant parce qu'en fait, l'histoire de ce film-là, c'est une fiction, mais c'est tellement réel que ça peut vraiment Enfin, moi, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation, en fait. Tout ça pour arriver à dire ça. C'est-à-dire que ce truc on arrose un petit peu pour calmer le truc, on temporise, j'ai du mal à voir s'il n'y a pas de changement structurel, comment est-ce que ça peut s'améliorer. Là, ils temporisent même pas. Oui, en plus, bien sûr. Ils ont temporisé jour 1. Oui. C'était assez surprenant d'ailleurs les réactions au début. Parce que justement ce schéma, comme tu le disais, ce schéma il est connu. Merde, ce mort-là il est trop visible, ça peut péter, il faut qu'on calme. Et puis une fois que ça a pété, il faut qu'on réprime. Oui, voilà, la répression a été terrible. Moi, c'était ce qui m'a le plus marqué ces derniers jours, c'était les jugements des jeunes qui ont participé aux émeutes, y compris parfois des gens un peu par opportunisme qui ont piqué un bout de fromage dans un magasin, même qui étaient à côté pour regarder parce que ça fascine et que tu te retrouves dedans et qu'il y en a, ils sortaient du métro et qui se disent oh putain ça bouge là-bas et puis voilà. Et puis il y a quelqu'un qui sort à ce moment-là d'un magasin avec une caisse d'iPhone et qui tout par terre. Mais c'est l'histoire qu'on a eue, mais c'est même des choses encore plus ridicules que ça. Il y a des gens qui ont été condamnés pour avoir embarqué un bout de fromage chez Monoprix, quoi. Des gens qui ont été condamnés pour avoir du jambon. Des choses très concrètes. Des choses très concrètes. Ouais. Des gens qui ont embarqué un rouleau de pièces de 50 centimes, un pantalon, de la lessive, de la lessive. Une canette de Red Bull, ouais, tout à fait. Un rouleau de pièces de 50 centimes, mais il y en avait 20 dans le rouleau, donc ça fait quand même 10 €. C'est vrai. Monsieur politique. Ça me considérable. C'est vrai, pardon, j'ai menti aux Français. Non mais 10 mois pour la canette de Red Bull, je crois. Du ferme. Pour le rouleau, c'était 8 mois requis. Moi, ça me fait penser aux condamnations qu'il y a eu après les Gilets jaunes. Où il y a eu aussi des dégradations, quelque chose qui a été... La boutique du PSG, je crois, à cette époque-là. Qui a été qualifiée d'émeute aussi. Alors là, c'est encore un cran au-dessus pour cette révolte-là récente. Mais au moment des Gilets jaunes, il y avait eu aussi ça, cette espèce de répression judiciaire aveugle, avec des comparutions immédiates très rapides, garde à vue, avec des peines très comparution lourdes. immédiate et mandat de dépôt, donc directement en prison, en fait. C'est ça. Et là, j'avais lu un compte rendu sur des comparutions immédiates à Marseille suite aux émeutes de 2023 là, et la procureure avait clairement assumé, c'est des exemples, on va faire des exemples. Alors que et des gamins en plus qui ne savent pas qu'ils peuvent refuser la comparution immédiate. Parce qu'il y a cette tension entre j'ai l'impression que moi si on fait comparution immédiate très bien c'est jugé maintenant. Mais après attends, tu te dis je vais te placer en détention provisoire alors que j'ai rien fait. Donc j'ai peur. Donc là on propose une comparution immédiate, ça semble être la bonne solution. Comme ça je me dis là tout de suite on va voir que je suis innocent. On est mal défendu et et la situation en fait se retrouver devant les tribunaux c'est horrible. Enfin il y a une violence qui est énorme dans les tribunaux. En plus faut le dire c'est le métier de juge c'est beaucoup féminisé, mais du coup c'est quand même majoritairement des bourgeoises blanches qui vont dire à ces mecs racisés en fait ce que tu fais c'est dangereux et tu te manges ça dans la gueule. C'est des carènes, tu veux dire? Ah oui c'est des carènes mais parce que du coup j'ai passé quand même beaucoup de temps à regarder des comparutions immédiates pendant mes études et voilà bref c'est une des sorties qu'on fait souvent en fac de sociaux d'aller pour regarder et vraiment c'est ouvert au public donc vous pouvez venir voir et vous rendre compte parce que en fait je pense qu'il y a plein de gens qui ne percutent pas tant qu'ils l'ont pas vécu dans leur famille ou dans leurs proches à quel point c'est horrible. Et du coup, oui, les comparutions immédiates, on peut les refuser, mais si t'as pas l'information, tu te dis, ça me semble être une bonne idée. Et non, tu te réveilles le lundi, tu participes à un truc, tu ramasses un jean par terre, et le mercredi, tu peux finir en prison, quoi.
Et puis pour de longs mois pour du ferme quoi. Et en général ce qui est invoqué c'est ils disent pas refuser la comparution immédiate, ils disent est-ce que vous voulez plus de temps pour préparer votre défense et en général ça aboutit à ce que tu disais à une détention provisoire. Donc en fait c'est vraiment une espèce de pari qui paraît logique de se dire bon bah je vais pas en détention provisoire, je vais direct au procès, je vais sortir, plutôt que de dire bon je vais passer quelques mois en détention provisoire, je vais aller au procès. Surtout que toi t'es persuadé que t'as rien fait de mal. Oui, c'est ça. Et tu vas être mis face quelque chose de pas grave. Voilà, et tu vas être mis face à une justice qui est une justice sociale et raciale quoi, qui juge les gens sur qui est-ce qu'ils sont. Et c'est toujours ça qui est hyper marquant dans les tribunaux, c'est qu'ils regardent tes comportements, ils voient si t'es bien inséré selon leurs critères dans la société, est-ce que t'as fait des études, est-ce que t'as un emploi, et donc si tu réponds pas à ces critères-là, on se dit bah c'est un jeune qui traîne dans la rue, donc hop ça va en prison. Mais des peines de prison ferme pour ça, c'est quand même très très grave. Et ça se retrouve dans le discours des procureurs, une affaire récente qui le montre, c'était après l'attaque des policiers au cocktail Molotov, je sais plus dans quelle commune là. Viry-Châtillon. À Viry-Châtillon, voilà. Il y avait eu des procès, il y avait eu notamment plusieurs jeunes qui s'étaient retrouvés en prison et qui ont été plus tard innocentés. Et il y en a notamment un qui a passé, je crois, 4 ans en prison. Et en fait, de ses 18 ans à ses 22 ans. C'est ça, donc en tant qu'adolescent jeune adulte, il a passé l'essentiel de son temps en prison. Et en fait, au moment du jugement, je crois que c'était pour avoir des compensations pour le fait qu'il ait passé 4 ans en prison. Ah oui. Et je crois que c'était la procureure ou la juge, je ne sais plus, en tout cas un magistrat qui avait dit vous n'êtes pas, ça se voit que vous aviez des mauvaises notes quand vous étiez au lycée. C'est ça. Donc vous n'êtes pas en train de vous réinsérer socialement, donc je vois pas trop l'intérêt de donner de trop grosses compensations pour le temps que vous avez passé en prison. En fait, vous compensez quoi en fait? Vous servez rien à la société. T'as passé de tes 18 ans à 22 ans en prison, ok, mais si t'avais pas été en prison, de toute façon t'aurais été en cassos. Donc technique, c'est ça. Quand on voit des peines de 4 mois ferme, 6 mois ferme, 12 mois ferme pour des gens qui ont piqué un truc dans un magasin et peut-être même qui ont rien fait, des fois c'est même sans preuve vraiment concrète autre que le PV de la police. On voit des peines de 6-12 mois. Moi ce matin je vois un fait divers, la présidente d'un hôpital privé à Saint-Jean-de-Luz qui a détourné 325 000 €. Et ben elle a eu du sursis, elle a pas eu de peine de prison ferme. C'est impensable. Le dirigeant du Hellfest, 300 000 €. C'est impensable d'envoyer ce genre de personnes en détention en ferme, même si c'est pour des faits autrement plus graves. Là on passe un fromage à 4-5 €, on se retrouve en prison pour 6 mois et là 300 000 € d'argent. Mais pour le coup ce coup du fromage là, on met la lumière dessus parce que en ce moment il y a beaucoup de comparutions immédiates liées aux révoltes et tout ça. Mais en fait vraiment la première fois que j'ai mis les pieds dans un tribunal, il y a une personne qui vivait à la rue, qui était SDF, qui a volé un bout de fromage dans un magasin et qui se retrouvait à faire du ferme. Et la réaction des juges, c'était de dire au moins vous dormirez pas à la rue. Mais c'est pas possible, c'est pas possible en fait et en fait il y a une impunité à dire ça dans les tribunaux, il y a une impunité au mépris aussi dans la manière qu'ils ont de parler aux personnes qui sont accusées et il y a les flics qui demandent toujours des trucs en plus. J'ai l'impression que pour eux c'est leur argent de poche c'est un complément de salaire. Ah là c'est le complément de salaire de dire bon bah là je vais dire, et les contrôleurs TCL aussi vu qu'on est à Lyon ils font pareil. C'est les transports en commun à Lyon les TCL. Voilà, on m'a bousculé, j'ai été obligée de ne pas travailler le lendemain parce que j'étais choquée. Est-ce que je peux avoir 500 € s'il vous plaît? Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qu'ils font. Quoi. C'est ce dont on parlait avant de commencer. Là, c'est le cas. C'est encore une comparution immédiate par rapport aux émeutes, mais à Marseille, il y a un policier qui a interpellé quelqu'un et en plus il a demandé 500 € parce qu'il a perdu. Il a demandé 500 € parce qu'il a perdu une chaîne en or. On sait pas comment il l'a perdu. On sait pas si quelqu'un lui a volé, s'il l'a juste fait tomber. On n'en sait rien. Préjudice. Voilà, on n'en saura pas plus. Mais il a récupéré 500 € comme ça. Et je crois qu'il y a une enquête de Street Press il y a quelques années qui montrait que c'était vraiment. C'est un système. C'est un complément de salaire en fait. C'est un système. C'est devenu un système et c'est piquer de l'argent. C'est-à-dire c'est même pas la double peine, là, c'est la triple peine. On te fout du outrage et rébellion sur le dos, alors que c'est une agression de la police, et en plus derrière ils vont dire oh là là je me suis foulé la cheville, ou alors je suis choqué quand même par cet outrage et rébellion, et en plus ils vont rançonner votre famille ou vous en plus de pognon quoi. Donc mais alors ça, on est en train de dire des trucs qui pour nous tombent sous le sens, on est informé sur le sujet, on a lu des trucs, mais c'est impossible de dire ça dans les médias. Oui, ça c'est grave. Et ça c'est très grave, il y a une omerta absolue, le gouvernement est pétrifié, on parlait de la cagnotte, le gouvernement n'ose pas dire qu'il va couper la cagnotte, n'ose pas faire quoi que ce soit. Oui, il condamne à demi-mot, et je parlais j'ai vu Chiappa, Chiappa, elle ferait bien de... Voilà, bon. Elle s'est expliquée sur ses déboires dans Valeurs Actuelles, c'est sorti aujourd'hui, donc elle va pas choisir... j'ai pas vu ça. Bon, bref, Chiappa... Parlons, voilà, laissons-la là où elle est, Chiappa.
Non, mais moi je parlais de la tribune des policiers là de l'UNSA. Pareil, sur les plateaux, on a demandé à Darmanin cette tribune, ce qui est assez exceptionnel, hein, parce qu'en général les médias ça les intéresse pas. Ils vous demandent plutôt d'appeler au calme, de je sais pas quoi, et vous pensez que la France insoumise met du feu sur la braise ou je sais pas quoi. Et là, exceptionnellement, sur TF1 ils ont dit, et cette tribune là qui vient de sortir, alors c'était pas une tribune, c'était un communiqué de presse qui vient de sortir, vous en pensez quoi? Darmanin a dit, ce ne sont pas mes mots. Mais je voudrais rappeler, voilà, ce ne sont pas mes mots, mais je voudrais rappeler mon soutien, de toute façon, ferme, entier, aux policiers de ce pays qui font un travail toute l'année, etc. On ne peut pas parler, en fait. On ne peut pas parler de ça. Les réactions sont épidermiques sur ce genre de sujet. Mais en fait, moi, c'est ce pays est malade. C'est ce que j'essayais Il nous laisse sur ça. Non, mais moi, c'est ce que j'essayais d'expliquer en stream. C'est que du coup, quand tu te retrouves à parler de ça à des gens qui suivent juste les médias traditionnels du style télé et radio, ils pensent qu'on est conspirationniste. Moi, je me retrouve dans des situations. Comment ça En fait, t'es en train de dire que la justice, que la justice machin, t'es en train de dire que les flics mentent, t'es en train de dire que la justice c'est une justice de classe et de race. Mais comment est-ce que tu peux mais non, elles font leur travail. Et en fait, ils ont tellement pas l'habitude de ce discours-là et ils ont tellement pas de faits qui leur sont montrés, qui montrent qu'en fait il se passe ça au quotidien. C'est le fonctionnement de l'institution policière, c'est le fonctionnement de l'institution judiciaire. Ils ont aucune connaissance de ça. Ils sont pas comme nous, ils sont pas politologues aussi. Ben oui. Mais ça leur semble tellement surréaliste qu'ils vont plus facilement croire ce qui se passe dans les plateaux télé, en fait, parce qu'ils sont abreuvés du discours dominant et pour eux ça leur semble être la réalité. Et moi je bataille à chaque fois avec ma famille notamment pour essayer de leur montrer une autre réalité qui est pas montrée. Mais en fait il y a des gens qui ont juste pas la possibilité de s'exprimer, donc en fait il y a plein de discours qui n'existent juste pas. Qui sont tenus par des représentations. Ils sont tenus par une représentation du monde social dans laquelle, en effet, justement, ces banlieues sont des réserves de barbares à civiliser, à maîtriser. Et je veux dire, si tu commences à dire non mais notre police elle pue la merde et elle harcèle ces gens-là, toi tu dis ah bah ouais mais enfin bon c'est quand même des barbares quoi. Donc à la limite bon c'est ça le message des 1 600 000 euros de la cagnotte de flics. C'est ça le message, c'est oui ok. Vous êtes peut-être pas toujours dans les règles, mais vous faites la mission que on vous paye pour faire. Et quand on dit il y a des violences policières, il y a des dysfonctionnements, les machins, d'autres disent à l'inverse, non, cette police-là, pour faire ce qu'elle doit faire, elle fonctionne très bien, au contraire. Pour cette œuvre de violence, cette œuvre d'aller traumatiser les gamins dès 14 ans, de les dresser les corps. C'est ça qui ressort aussi. Pourquoi les banlieues sont embrasées? Parce que il y a des gamins dès 14 ans, on les fouille, on les palpe, il y a des EduxP et des profs qui ont profité de ce moment pour parler avec des gamins dans leur classe ou je sais pas quoi. Et vous, c'est quoi votre rapport avec la police? Il y avait pas un gamin dans ces classes-là, dans le 93, qui avait pas une expérience comme ça, d'humiliation, d'injustice. C'est ce que disait le maire de Trappes, qui était sur Mediapart, Ali Rabet, ouais. Il disait, j'ai parlé avec les habitants un peu avant les émeutes, je repérais un peu les groupes qui étaient, je savais qu'ils se préparaient à faire des émeutes et je suis allé les voir et en fait, ils m'ont cité des noms, ils m'ont dit tel agent on le connaît parce qu'il humilie les gens et il y a des noms qui sont revenus plusieurs fois. En fait, c'est connu. Ouais. C'est connu, c'est juste que c'est pas un discours qui sort pas de ces milieux-là. Mais c'est un discours qui, il y a des grosses frontières en fait, il y a des réalités du monde auxquelles on n'est jamais confronté et moi j'ai fait des ateliers d'éducation populaire à Lyon avec des gamins de Moulins à Vent dans la MJC et on faisait, en gros ils pouvaient faire un documentaire sur leur quartier, on leur apprenait à tourner et pouvoir eux-mêmes avec leurs propres termes et leur réalisation dire ce qu'ils vivaient et ce qu'ils avaient, enfin l'histoire qu'ils avaient envie de raconter quoi. Et il y avait un gamin blanc et on a diffusé un documentaire en fait sur un quartier de Grenoble où il y avait eu un documentaire de la part du M6 ou un truc comme ça, enfin horrible, qui montrait la drogue, qui était justement derrière avec les policiers, ils suivaient les policiers en intervention et on voyait des violences policières dans le documentaire, mais c'était montré comme un truc, c'était un truc comme ça et c'était montré comme quelque chose de normal. Oui. Regardez, ils sont tellement sous pression quand ils font leur travail et on était vraiment du côté de la police. Et la voix off, c'est Benoît n'a pas le choix, il est obligé de le brutaliser devant la virulence de l'interpellé. Regardez cette angoisse dans le regard de Benoît, c'est horrible. Et donc on leur montre ce documentaire-là et ensuite on leur montre les habitants justement de ces tours qui étaient sous le choc et ils se disaient ça ne ressemble pas à ce que l'on vit au quotidien en fait dans notre quartier. Dans notre quartier, on ne vit pas dans cette angoisse-là et on a envie de montrer autre chose. Donc ils ont justement fait un documentaire en contre-discours quoi, face à ce documentaire qui était passé à la télé. Et donc on a dit, on montre ça aux élèves qui étaient des fins de collège quoi, des troisièmes. Et
Et donc tous étaient en mode donc énervé envers la police, et ça leur semblait normal. Et donc il y avait un gamin blanc qui se mettait à défendre la police en disant mais quand même ils font leur travail et tout. Et tous les autres se sont mis à témoigner des violences policières qu'ils vivaient au quotidien, quoi. Et donc là on se dit mais en fait des gamins qui se côtoient, qui sont dans les mêmes classes, n'ont pas les mêmes vécus, et s'il n'y a pas des espaces pour partager ces vécus-là, chacun vit avec sa réalité, qui est extrêmement différente, n'est pas confronté à la réalité des autres, et ne peut même pas imaginer, quoi, ce qui est en train de se produire. Et ce gamin-là est en mode, mais quoi ? Enfin, pareil, ça lui semblait surréaliste. Ouais, mais ça paraît surréaliste à plein de gens, et moi j'ai grandi en banlieue parisienne, dans une ville où j'habitais en face de la cité, donc j'allais dans les mêmes établissements scolaires, et mes amis, enfin une partie de mes amis étaient dans la cité, et j'ai très vite compris que on faisait le même trajet tous les jours pour aller à la gare, puis aller au lycée, au collège. Le même trajet retour, on avait les mêmes passe-temps, les mêmes occupations le week-end, et pourtant je me suis jamais fait contrôler, et eux ça arrivait 2 fois par mois, quoi. Donc très vite aussi quand tu vis dans ce milieu-là en tant que personne blanche. Mais en fait on arrive sur la police raciste. Alors t'as ceux qui sont dans le déni, non, elle fait son travail. Les policiers vont justifier en disant mais en fait objectivement c'est les faits qui nous rendent racistes parce que si on doit interpeller, c'est toujours les mêmes, voilà. Donc du coup, en effet, on le met dans notre signalement. Vous savez c'est une des rares corporations de fonctionnaires, je sais pas quoi, ils écrivent dans leur signalement, on recherche un individu de type nord-africain, décrivez-moi la victime. Leur travail est racialisé. C'est une des rares professions où tu peux... Je veux dire, une assistante sociale n'a pas le droit de faire un rapport dans lequel elle dit « Je suis allé voir une famille de noirs ». Les policiers, oui, ils travaillent avec ces catégories-là, de toute façon. Donc nous, on dit, alors, les policiers sont racistes. Soit il y a ce déni des politiques, notamment, en disant « C'est quelques fruits pourris, admettons ». Mais en fait, je pense qu'au fond, et c'est ce que dit encore une fois la cagnotte des policiers, c'est la population française réactionnaire, là, est en train de se dire « Oui, elle est raciste, là, mais... Elle est faite pour ça. Ouais, et quel est le problème ? Quel est le problème ? Ils sont, oui, d'accord, ils sont racistes, mais en même temps, faut bien les contenir, les banlieues, là. Ouais. Donc, il y a un pacte autour de ça qui fait que oui, je crois qu'on en est rendu au stade où les gens en ont marre de plus avoir le droit d'être racistes. Si on leur dit la police est raciste, au fond, ce qu'ils pensent, c'est oui, et alors ? Voilà, c'est la conclusion très encourageante de cette séquence. C'est terrible, mais c'est vrai qu'on en est. Et c'est vrai que, mais tout ce qu'on a déroulé là sur toutes les multifacettes de ce qui se passe depuis une semaine, c'est vertigineux, hein, parce que je me dis où est-ce qu'on en sera à la fin de l'été. Je crois que j'ai jamais, j'en sais rien, mais en tout cas. Une séquence qui m'a paru aussi longue, là je veux dire même le début du Covid ça m'a moins retourné que c'était bien le Covid, au moins on était tous ensemble. Ouais, voilà, ouais, non mais c'est ça. On applaudissait les soignants. Voilà. C'est ça. Ouais. Mais voilà. Bon, écoutez, sur le même sujet, vous avez, j'imagine, entendu Geoffroy Roux de Bézieux. Oui. Qui nous a donné un petit chiffre en tant que patron des patrons, expert en statistique amateur. Expert en statistique. C'est quoi son nom le truc de là, je sais pas quoi, le truc de Mister JD, oui. Ouais. Bah, c'est ça, oui. Et donc oui, le statisticien amateur Geoffroy Roux de Bézieux, patron du MEDEF, nous a donné le plus gros employeur de Seine-Saint-Denis. Vous avez vu, j'imagine. Oui, le trafic de drogue. Exactement. Mais alors, figurez-vous que c'est faux. Ah, je tombe de ma chaise ainsi que des nus. Est-ce que vous sauriez me dire les 5 secteurs qui emploient le plus en Seine-Saint-Denis ? Secteur hospitalier. À votre avis, le secteur hospitalier, ouais, alors ça rentre dans l'administration publique. C'est le premier employeur, bien évidemment. Livraison. Le service à la personne. Alors, service à la personne, ça rentre. En fait, le premier, bon, ils ont mis plein de trucs. Donc, la source, c'est villedata.com, hein, si vous voulez tout savoir. Premier secteur, l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action sociale. Avec 191 247 employés. C'est 30% des salariés du département de la Seine-Saint-Denis. Avec directement, oui, le département en tant que tel qui emploie énormément de monde. Et t'avais dit J'avais dit les boulots de chauffeur-livreur. Le transport, numéro 3, le transport et logistique. Transport et entreposage.
C'est ça, avec 85 635 employés. Alors je pense que ça, il y a moyen que ça prenne en compte aussi les employés des aéroports, sachant qu'il y a le Bourget et Roissy. Donc voilà. Et numéro 2, c'est les secteurs scientifiques et techniques, avec 90 000 employés. Numéro 4, c'est le secteur de la réparation d'automobiles et de motocycles. Ah ouais. Avec 79 000 employés. C'est 12,5% des salariés de la Seine-Saint-Denis. Et numéro 5, c'est le secteur de la construction. Et j'ai essayé de trouver un chiffre sur la drogue. Et le seul chiffre que j'ai trouvé, la source, c'est un complément d'enquête de 2019. Ouais, c'est fiable, c'est fiable. Qui parle, mais c'est là où c'est quand même assez compliqué comment dire, d'expliquer ce chiffre, qui parle d'environ 100 000 personnes qui vivraient du trafic de drogue, mais je sais pas s'il compte à partir du premier euro gagné. C'est-à-dire... De toute façon, c'est d'économie informelle, donc c'est compliqué de catégoriser ça comme ça. Mais alors, du coup, ça mettrait quand même number 2, hein, donc... Donc, Geoffroy Rochebézeux, il dit pas que des conneries. C'est ça que tu veux dire? Non, mais je pense que ça compte même déjà c'est à l'énorme louche, je pense. Oui, puis ça compte 100 000, mais 100 000. Ça compte aussi, dans l'idée, ça compte aussi une grand-mère chez qui on planque la drogue, parce que voilà, et à qui on file 100 balles. Je pense qu'il y a des histoires comme ça. Bon, ça arrive. Voilà, écoutez, sur la Seine-Saint-Denis, et donc toutes ces histoires. Et là, on va complètement changer de sujet. On va parler d'une quinquagénaire qui avait passé 8 heures en garde à vue pour avoir traité Macron d'ordure sur Facebook. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ça me dit quelque chose. Oui. C'était assez récent. Elle avait traité Macron d'ordure sur Facebook. Et elle devait être jugée, mais le procès a été annulé pour nullité. À votre avis, pourquoi? Parce que c'était nul. Tout le monde est arrivé le matin. Parce que Macaron, il est nul. On va pas juger ça, c'est nul. Procès annulé pour nullité. Nullité. C'est ça, pour nullité du truc. Voilà. Non, c'est pas ça. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'un tel procès pourrait être annulé? Question de procédure. C'est ça, ouais. Mais c'est pas juste procédure, c'est même légalement, on va dire. C'est pas juste dans la procédure, c'est dans le... Tu sais, on est politologue, on n'est pas juriste. Hein. Ouais, c'est dur, c'est écoute, dur. Poser des questions, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est bleu? Oui. C'est vrai que c'est un peu compliqué de poser des questions pour ça. Je me rends compte seulement Est-ce que maintenant. je peux mettre le vice de procédure dans ma poche? Est-ce qu'il tient dans ma poche? Est-ce qu'il est fictif ou réel? Non. Ah, c'est vrai qu'elle est un peu nulle, ma question. En fait, elle est pas forcément nulle, mais c'est vrai que c'est difficile à creuser. Je pense que je vais annuler ta question en nullité. Ouais, je comprends. La nullité de la question, ouais. Il y a une vis de forme sur la question. Là. Moi, je voulais que vous me répondiez parce que Macron est une ordure. Ah, non, c'est pas ça. Oui, elle dit la vérité. Voilà. c'est ça. Alors, je ne comprends pas. Procès, voilà. Non, en fait, c'est le sous-préfet j'ai pas noté le département, donc voilà. Super. Ça, c'est les Parisiens. Le département, ça dans les territoires. C'est le sous-préfet du territoire en question qui avait porté plainte, en fait. Qui avait porté plainte contre cette dame, donc il y a eu toute une procédure jusqu'à ce qu'ils disent... c'est pas lui qui est concerné, en fait. Exactement. Ouais. Très bonne réponse, c'est ça. Et en fait, trop de zèle pour rien, là. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, arrivé quasiment au procès, le parquet a regardé l'affaire ou je ne sais quoi, et se sont dit, en fait, le problème, c'est que pour juger ça, il faudrait que Macron porte plainte directement, parce que c'est mais pas attends, est-ce que si je dis Macron, Macron peut rien faire? Est-ce que c'est sa mère ouais. Ouais, c'est vrai ça. Si, c'est vrai ça. Ah alors, je sais pas. C'est un exemple. Vous couperez. Hein. Mais je mettrai un bip. Mais je laisserai le... C'est à sa mère. Tiens, attends, est-ce que on profite de cette pause, je peux reprendre une bière là. C'était une pause? Ah oui. Ah bon? Non, il n'y avait pas de pause. Ah non, mais vas-y, par contre, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on disait? J'ai complètement zappé parce qu'on a fait une pause en plein milieu d'un propos. C'était pas du tout prévu. Non, je crois pas en plus. Non, on avait conclu sur sur la nullité de la procédure. Ah oui. Voilà. Macron ordure, tout ça. Je fais un raccord. Macron et ordure. je suis parfaitement d'accord avec toi. Nous Et plutôt 2 fois qu'une.
On parlait de la mère à Macron. Ah oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Oui, sur la nullité de la procédure. Ah, mais oui, exactement. Et du coup, il n'a pas porté plainte directement. Et elle avait posté sur Facebook, alors je vais retrouver le message exact, parce que le pire, c'est que Macron n'est même pas nommé. Elle a posté juste un petit statut Facebook qui disait « L'ordure va vous parler demain à 13h ». Pour les gens qui ne sont rien, c'est toujours à la télévision que l'on trouve les ordures. Oh, voilà, c'était ça le statut. Ouais, Et il y a un sous-préfet qui est tombé dessus et qui a fait « Ça, j'attaque ». Voilà. On parle pas comme ça de mon président. Exactement. Espèce de gros. Voilà. Mais Macron n'a pas porté plainte. J'aurais trouvé ça drôle que Macron apprenne l'info et qu'il dise « Eh ben, je vais porter plainte ». Imagine, il porte plainte contre tous les gens qui l'insultent sur Internet. Oh putain. À chaque Manu fois, Max. il insulte pour... Il y a le compte Twitter dédié à la hate account de Manu Max qui dit Manu Max est un personnage fictif. Le surnom Manu Max, c'est vraiment super bien. Est-ce que vous avez entendu parler d'une polémique, figurez-vous, là, il y a 2 jours, sur le festival Les Scènes Vagabondes à Nantes? Il y a eu un festival à Nantes, un petit festival un peu saltimbanque, etc. Ils se sont fait attaquer par les fachos, non? C'est pas ça? Tout à fait. Oui. Elle a spoilé. Bah non, mais c'est ça. Oui. J'ai gagné? Et oui, il a gagné. Ouais, alors t'as gagné, mais précisons pourquoi. Qu'est-ce que devait y avoir des trucs genre, je sais pas, des lectures par des drag queens, j'en sais rien, un truc comme ça. Non, c'était pas ça. Les gens portaient des sarouels. ça aurait été valable, selon moi. Non, c'est pas ça. C'était un festival qui du coup avait des financements publics, évidemment. C'est ça qui était terrible. Moi, on me dit souvent ça aussi. C'est le Oui, truc pour qui les trigger le pour- plus. ouais, Ouais, ça Avec les leurs énerve. impôts. Ouais. C'est avec Mais leurs impôts, donc il faut financent que tu dises exactement ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils ça. Je veulent sais pas. Ils veulent la fin des subventions publiques parce que Oui, aussi. ils sont woke. Qu'on reconnaisse le génocide vendéen. C'est à Nantes, hein. Si, ils sont à fond là-dedans, souvent. C'est pas... Attends, Non, c'est qui veut ça? Ceux qui ont critiqué ou Les gens antennes des de fachos. Vendée, quoi. Non, c'est la pas ça. Loire-Atlantique et la Vendée, c'est Non, pas c'est pareil. quelque chose qui avait à ce festival-là et que Je sais pas. c'est vraiment nul. Hein. Un concert de trio. C'est pour ça. Ah ouais, putain, c'est chaud. Non, mais c'est pas un concert. C'est pas une lecture, c'est pas un truc. Non, c'est pas un événement en fait. Ah. Il y avait un symbole, un dessin. C'est les Ouais, affiches. Exactement. Il y avait. Ah, c'est pas là, il y avait un bar à cab ou un truc comme ça. Très bonne réponse. Ah. C'est exactement Je savais ça. pas que c'était là-bas, mais j'avais vu le truc Alors, passer. c'est vraiment nul. En gros, il y avait un bar où la décoration c'était vraiment des planches de bois, tout ça qui étaient peintes et un peu en mode méli-mélo de trucs. C'est sûr qu'il y avait des sarouels aussi. Et oui, très certainement. Des circassiens. Et il y avait Horrible. en fait une des palettes, des planches du bar qui était décorée sur un truc, une espèce de fausse, évidemment vu que c'est une peinture, Ça avance pas du tout, ton anecdote. de borne d'arcade à Cap Game. Ah ouais. Ah. Et j'ai la photo ici. Et ça c'est- les a énervés, quoi. Oui, parce qu'ils ont leur dit que trigger. c'était de Ça les a l'incitation déclenchés. au meurtre de policiers. Ah oui. Parce qu'en fait, donc c'est ça, là, à Cap Game, donc on voit, donc D'accord. c'est en plus c'est pas du très très grand dessin, c'est très BD au feutre. La DA est particulière, ouais. La DA est Ouais, particulière. Un peu fête foraine. On voit en fait 2 personnages assez baraqués, un peu à la jeu de Mega Drive, comment on dit, c'est quoi, le spécialiste jeu vidéo là, les shoot 'em up. Les shoot, ouais, machin. Ouais, là. voilà. Non, pas shoot 'em up, Shoot bagarre, là. Ouais, Beat voilà. 'em all, Beat 'em beat 'em all. beat 'em all. Beat 'em up, beat 'em all. Beat 'em up. Voilà, avec une espèce de mitraillette et puis des policiers. Il y en a un qui est par terre et il y a marqué 666 points au-dessus, genre ça vaut des points. Ouais. Mais en Et donc- fait, ils ont jamais joué à Street of Rage 4. On peut faire ça dans Oui, Street bah, of Rage c'était 4. ça, Street of Rage que je On peut cherchais. taper des flics dans Street of Rage 4. C'est Oui. français. Et- Tu arrives. Tu vas créer une polémique là. Non, c'est au niveau 2 de Street of Rage 4. T'arrives, t'es dans le commissariat, tu vois des flics, et puis après tu peux les taper. Puis après tu vas taper le commissaire et tout. Faut pas dire ça parce qu'il y a Night Chevalier 38 qui va tomber sur l'extrait du podcast et il va lancer une vendetta contre. Oui, mais Street of après Rage tu 4. comprends qu'ils étaient corrompus. C'était des flics corrompus. Ah, bah oui. Voilà. Parce qu'il Mais arriverait pas dans Eric la Ciotti vraie vie. s'est indigné, Bah notamment. oui.
Eric Ciotti s'est indigné. Et en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas compris que c'était un bar avec une déco. Il y a pas mal de gens qui ont cru que c'était un jeu, en fait. Ah oui. En fait, le truc voulait jouer au truc. En fait, non. Comme Fiscal. Non, ils voulaient pas jouer au truc, mais en fait, les gens qui ont vu la photo. Le truc s'est déformé un petit peu, et en fait, il y a des gens qui ont cru que c'était une espèce de stand de tir au pigeon, mais où c'était des flics. Alors tu tires sur le poulet, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. D'accord. Mais ils refont l'histoire, quoi. Ils s'en battent les couilles, l'extrême droite. Ils refont toujours l'histoire. Complètement les couilles. Donc voilà, attends, faudrait que ils ont fait une panique morale sur un vieux bar. Mais surtout que moi, je m'imagine qu'en fait, il y a un truc. Donc, la fin de l'histoire, c'est quand même que l'extrême droite a attaqué. Je sais pas s'ils ont porté plainte, mais je crois que, en tout cas, ils ont menacé de porter plainte. Évidemment, ils ont dit on va porter plainte parce qu'il y a eu. Mais il n'y a pas eu de groupe qui a attaqué. Non, je crois que les syndicats policiers aussi. C'est tout le temps, je crois. Non, mais là, on parle d'attaquer physiquement. Ah, attaquer. Non, parce que c'est moi aussi, j'avais compris ça. Ah non, pardon. Non, j'ai dit juste des histoires. Bah non, c'est pas clair. Bien sûr que c'est pas clair. Je comprends rien. Non, j'ai dit que ça avait fait polémique. J'ai pas dit qu'ils avaient été attaqués. Oui, mais moi j'ai dit oui, ils ont été attaqués. Et toi t'as dit oui. Oui, mais attaqués. Non. Un quiproquo. Du coup, c'est toi qui as lancé la fake news. Oui, j'ai lancé la fake news. Attaqué en justice. Ah d'accord. Oui. Potentiellement. Oui. Non, c'était a posteriori en fait. Il y a les photos de cet événement. C'était le week-end dernier. Et les photos de cet événement sont sorties. Et quelqu'un a vu la photo du bar. Et il a fait mais attends. Mais j'adore la police, moi. Mais enfin. Et il a posté ça sur Facebook. Et de fil en aiguille, Eric Ciotti. D'accord, d'accord. Sauf qu'il peut. Sauf qu'il peut. Vous aviez vu le tag Oui. Il l'a tweeté. Oui, il l'a tweeté, il a dit... Il n'a pas cité la fin de la phrase. Il n'a pas cité la phrase en entier. Il y avait marqué on va te brûler, sale chauve. Ton crâne chauve, je crois. Oui. Et, on va te brûler. Lui, il a dit... Ils ont dit, regardez, on va te brûler. Et il y avait marqué, on va te brûler ton crâne chauve. Il a pas dit le crâne chauve. J'ai vu dans un article que la droite LR, il l'appelait l'œuf de Paca, Eric Ciotti. Je trouve pas mal. Je trouve ça bien trouvé. Mais, j'ai l'impression que c'est tu vois, c'est un pseudonyme pour faire des trucs illégaux. L'œuf de Paca. C'est incroyable. Et du coup, Eric Ciotti, il a dit ignoble au festival des scènes vagabondes. Un stand intitulé ACAP Game promeut la mort de policiers comme un jeu. Un événement organisé par la mairie de Nantes. Johanna Roland, vous qui demandiez des renforts de CRS en mai dernier, comment pouvez-vous cautionner cette haine anti-policier ? Un peu tiré par les cheveux, son explication. Mais ça moi, je reconnais l'équipe de communication qui s'ennuie et qui fait un travail de veille et qui saute sur n'importe quel truc en mode vite. Là, ça va buzzer, là, c'est bon. Bah, Ciotti, il est fort à ça. La communication politique, quoi. Bon, écoutez, on tourne à nouveau une page dans ce podcast et on change de sujet. Attends, je vais faire un bruitage de page. Ah oui, s'il te plaît. Je vais la refaire. Je vais pas faire des trucs. Vas-y. On tourne une page dans ce podcast. Merci. C'est beau. Ok, c'est beau. C'est pas mal. On sent l'amoureux de la radio. Oui, mais là, faut est-ce que vous connaissez toutes et tous ici la chaîne YouTube de David Guiraud ? Oui, David Guiraud défonce. En fait, c'est les titres de vidéos. Bien sûr. David Guiraud encule à sec ce macroniste avec sa rhétorique implacable. David Guiraud montre à ce macroniste qui est David Guiraud. Ça, c'est un vrai titre. Alors, justement, t'as compris où je voulais en venir. On connaît. C'est le petit jeu que je vous propose. Est-ce que c'est un vrai titre de la chaîne YouTube ou TikTok de David Guiraud ? Ou est-ce que j'ai inventé ? Donc David Guiraud, pour ceux qui connaissent pas, il est député LFI. Il était pendant un moment avant, il était au jeune LFI, c'est ça ? Je n'en sais rien, moi. Oui, je crois qu'il était porte-parole des jeunes LFI. Porte-parole de la jeunesse LFI et qui, du coup, depuis 2022 est député. Et il a décidé de beaucoup, on va dire, médiatiser sur les réseaux sociaux ses prises de parole, mais que même ce soit à l'Assemblée. Avant qu'il soit député, justement, c'était un sniper des médias. C'était un peu celui aussi qui acceptait d'aller à CNews, ce qui n'était pas forcément évident parce que beaucoup de gens boycottaient et disaient non, moi CNews, j'y vais pas, qui que ce soit en face, quel que soit le sujet, j'y vais pas. Et lui disait moi j'y vais. Et il partait avec un esprit guerrier de j'y vais, je me l'ai fait, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, comme on a dit, lui et son équipe sont adeptes des titres
des titres. Et pendant longtemps, il le faisait tout seul, hein, il découpait ses petits extraits, je te jure. Et puis il y a même une interview il y a pas longtemps d'une macroniste qui disait je n'ai pas envie d'aller sur un plateau face à David Guiraud parce qu'après il va faire un montage malhonnête sur son TikTok. Ils leur font pire. Et du coup, il a mis ça sur son TikTok. Je sais pas s'il l'a fait, mais ça aurait été malin. Alors, je vous propose donc ce jeu. Vrai titre de chaîne internet de David Guiraud, où j'ai inventé. Premier titre. David Guiraud expose les faits, ce journaliste se fait dessus. Je pense que c'est un vrai titre. Ah oui, vrai titre. Non. Alors, Maudit dit faux. Moi, Politique dit moi, ça ressemble. Je pense que si c'est un faux, c'est très bien fait en tout cas. vrai. Ouais, c'est se fait dessus. Non, mais c'est ça la République, c'est ça nos députés, quoi. Il s'en bat les couilles, David Guiraud. C'est ça qui est drôle. Eh bien, c'est faux. Ah, merde. Pour se mettre Tu vois, je sais qu'il se chie dessus, c'est trop. Non, se fait dessus. Oui. C'était bien fait. Ouais, c'était bien fait, franchement. Ouais. Dessus. David Guiraud. Désolé. David Guiraud fait boire la tasse au ministre Attal. Oui. Ça, c'est vrai, ça. Oui. Ouais, c'est pas terrible, mais ouais. Ok. Tout le monde dit vrai? Moi, je pense vrai, ouais. Ok. Eh ben oui, c'est un vrai titre. Mais c'est pas terrible, fait boire la tasse. Ça va, c'est imagé. Ouais, c'est non, mais c'est imagé nul. En fait, je suis mieux, je devrais faire les titres. C'est ça que tu dis. Oui. T'es plus vidéaste que son équipe, ouais. Ouais, dis à David Guiraud. Fais-toi embaucher, Avec au pire, l'argent ouais. public, avec l'argent des Français. Alors, David Guiraud pulvérise un macroniste. Ça, c'est vrai, je crois que je l'ai vu celui-là. Je l'ai vu celle-là. Je sais plus quel macroniste et comment il le pulvérise, mais. En fait, il y a pas mal de T'as titres. retenu l'essentiel de l'information. David Guiraud, il pulvérise. Non, mais moi je me fais avoir, en fait, j'arrête pas de cliquer parce qu'il y en a plein qui disent pulvérise en ce moment là sur YouTube et je clique et à chaque fois je suis déçue, c'est toujours un peu mou en vrai. Ah bah, ouais. Et puis c'est vrai que le montage est hyper malhonnête, tu vois. Ouais. Tu vois David Guiraud, il fait hein, et puis il coupe la demi-seconde de silence avec un zoom sur la tête. Un zoom sur la Et tu tête. regardes la séquence, en fait, le Un gars il gif répond, de tu quelqu'un vois. C'est qui un, pleure. c'est un débat, la personne elle répond derrière, mais juste là on a l'impression qu'il a eu le dernier mot et l'émission s'est terminée. Ouais, j'ai vu Bernalicis faire ça aussi il y a pas longtemps. Il met que sa réponse et il coupe toutes les petites relances, toutes les petites explications en face. Il met que lui qui déroule et sur un plateau on peut pas dérouler. Donc Ah oui, tu oui. recomposes ce truc là Avec après une coup. musique épique derrière. Ouais. Du coup, Fait David n'importe Guiraud quoi, pulvérise Bernalicis, un en ce macroniste, donc vrai. Ouais. Vrai pour tout le monde. Eh bien oui, c'est une vraie vidéo. David Guiraud met Elisabeth Borne presque en pleurs. Oui, c'est vrai ça. Non, C'est vrai Presque en pleurs. non, je pense pas, moi. Tu crois pas? Tu crois qu'elle pleure, Elisabeth Borne? C'est un méca. Presque en pleurs. Moi, Presque. je crois qu'on dit qu'elle va presque pleurer parce que c'est quand même une femme, quoi. Ah ouais, je pense Je sais qu'elle pas. pleure pas. Hein. Moi, je trouve ça un peu limite, alors s'il a fait, c'est pas ouf, mais je pense que c'est faux. En tout cas, C'est c'était pas terrible. Olivier Dussopt qui avait dit... parce qu'il y avait une rumeur Lui, comme il quoi... pleure, lui ça se Oui, voit. bon, lui. ça, Oui, c'est Mais un je pense gros qu'Elisabeth chouineur. Borne, elle pleure pas. mais il y avait une rumeur comme quoi Elisabeth Borne avait pleuré après sa prise de parole 49.3 quand LFI avait chanté à Marseillaise Elle a et pleuré hurlé. de rire. Oui, voilà, c'est ça. Mm. Elle a pleuré de rire. J'ai Ça s'est pleuré terminé en sur les rire de paysages. Joker. Mais tu sais, elle a eu le maillot 49.3 là, Ouais, offert ouais. par son équipe. Ils étaient morts de rire. Ils ont commencé à faire des vidéos. Il a fallu que le conseiller com dise vous êtes con, faites pas de vidéo, faut pas que ça sorte. Ça. Et c'est quand même sorti dans la presse en témoignage, mais ils étaient hilars sur le truc du 49.3. Donc j'ai du mal à l'imaginer en train de l'avoir des états Ouais, d'âme après. Mais du coup, j'avais vu une interview d'Olivier Dussopt à qui on demandait. Alors, c'est vrai que Ouais. Elisabeth Borne avait les larmes aux yeux, tout ça. Il avait Mais dit non, elle pleure pas, Elisabeth Borne. Voilà, Les titres, comme moi, il dit mais comme moi. les titres YouTube mentent tout le temps. Eh oui. Oui, c'est ça. Après, il peut y avoir des exagérations aussi. Du coup, vous avez dit. Moi j'ai dit que c'était vrai. Toi, t'as dit que c'était vrai. Faux. Les autres faux. Moi je dis faux, et en effet c'est assez inélégant. Eh bien, c'était faux, effectivement. Eh merde. C'est moi qui avais inventé. Et t'as rajouté le presque en pleurs pour que ce soit crédible. Oui, bah de toute façon, oui, parce que sinon, ça se serait su s'il était en pleurs vraiment. Moi, je regrette vraiment que le ministre qui s'est fait dessus, ça existe pas. J'ai envoyé un DM à David Guiraud. Est-ce que à l'occasion, Non, tu le peux mettre journaliste. ça en titre? Ah, le journaliste, ouais. Va voir un journaliste nul, genre. Ce journaliste, c'est Benjamin Benjamin Duhamel.
Ils ont dit salut, ils sont C'était très beau là. 6 ans, ça finit comme ça. On le voit se chier dessus, lui. C'est exactement, je me suis dit, un mec qui pourrait se faire victimiser par David Guiraud, Benjamin Moi Duhamel. j'ai vu ressortir la vidéo de l'interview de Benjamin Duhamel quand il était à Sciences Po avec Jean-Luc. Oui. Mais je sais plus si je connaissais ça, mais en fait j'avais jamais capté que c'était Benjamin Duhamel parce que je le connaissais pas à l'époque. Mais par contre, Jean-Luc Mélenchon savait qui il était, qui il avait en face de lui. Un Duhamel, lui, il est là, Duhamel, bam, il a une oreille qui se relève, Jean-Luc. C'est qui encore, ça, Duhamel? Encore un Duhamel. C'est quoi, c'est un neveu, un petit-fils derrière lui qui est là. Ah, alors là. Ah non, et pour l'anecdote, dans la même promo de Sciences Po que Duhamel, Benjamin, il y avait Paloma Moritz. Ah, qui du coup a interviewé j'ai cru que Mélenchon. me dire il y avait Kylian El Kabash. Non, il y avait Paloma Moritz qui du coup a interviewé Mélenchon juste avant Duhamel. Et en fait, elle fait une interview normale quoi. Oui. C'est juste l'autre qui est nul à chier, qui fait le chien de garde. Genre, il y a pas un peu une contradiction entre vouloir se servir des médias et en même temps les critiquer. Je suis vraiment très intelligent et l'autre qui fait bon, vous êtes stupide, c'est normal. C'est normal, vous pensez comme quelqu'un de votre classe, petit cerveau, voilà. Bon, écoutez-moi quand je parle. C'est vraiment que ça, c'est à peine parodié. C'est vraiment ça qui répond. C'est vraiment que ça l'interview, et c'est trop drôle. Non mais Mélenchon, que tu vois que tu peux écraser un gars, il le fait, hein. Enfin franchement. Ah ouais, puis l'autre il a 20 ans, il a pas de scrupules. Ouais. Il s'en fout, 20 ans, c'est de la graine de chien de garde, ça s'écrase dans l'œuf, un chien de garde. Ça a pas marché, hein. Bah non. Il est bien en place maintenant. Nouveau titre de vidéo. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est inventé? David Guiraud balance des high kicks à tout un plateau BFM. Moi j'ai envie d'y croire, moi. Moi aussi, j'ai envie j'y que ce crois. soit vrai. Surtout sur TikTok. Peut-être un petit TikTok, un petit short. Attends, j'imagine David Guiraud sauter là avec son slim. Alors je pense que c'est imagé, hein, a priori. Oui, j'imagine, oui. En même temps, c'est drôle. Oui, vous avez dit quoi? Moi j'ai dit vrai. Ouais, moi. vrai. De vrai. Mais c'est parce que j'ai gardé mon âme d'enfant aussi. Bah, je dirais vas-y, ouais. Bah, non, je l'ai inventé. ça était bien. Ça fait Mais t'es bon, point, hein. un point pour moi qui a réussi à, T'es vraiment à bon, berner hein. tout le monde. Envoie-les David Guiraud, hein, vraiment. Je vais lui envoyer l'émission. Je vais Alors, lui dire, on parle beaucoup Je précise de toi. qu'on enregistre l'émission le 5 juillet. Peut-être que si vous écoutez ça dans 3 mois, certains existent désormais. Je vais lui dire, on parle beaucoup de toi. Et tu sais, les gens, ils adorent qu'on parle d'eux. Et ils écoutent, en Et général. surtout les politiques, ouais. Ouais, et les Ouais. gens, en général, leur sujet préféré, c'est eux-mêmes. Donc quand on dit, tu sais, on parle de toi. oui, en même- forcément. Hein, David Guiraud, si tu entends là, parce que je t'ai dit d'écouter. Hein? Tu vois comment je t'ai niqué? Usul nique David Guiraud Sur le et plateau lui latte du les Millième Tour. couilles en dialectique grâce à un stratagème. Bisous David. J'en ai encore sous le coude. David Guiraud éteint calmement le gouvernement. Ah oui, ça c'est vrai. Ça a l'air bien ça. Ouais, Ça, j'ai regardé ça. Ça, j'ai regardé. Non. Oui, l'as vu, oui. celle-là Je l'ai vu. Ouais. Bah ouais. Il moi, était je- calme. Comme il peut être. Éteins calmement. Il les éteint Constant, ou pas? quoi. Il les éteint pas tant que ça. Mais... Bon, on va dire vrai. Hein. Vrai. Eh ben oui, c'est vrai. Bah oui, mais Incroyable. tu l'as vu et ta mémoire ne t'a pas fait défaut. Effectivement, David Guiraud a bien éteint calmement le gouvernement. Putain, il est encore là. Alors, David Guiraud dit la vérité. Ah, surprenant. Pourquoi C'est- c'est quoi ce titre? C'est pas terrible. Non, c'est pas C'est ouf. nul comme titre. Ouais, mais du coup, c'est peut-être vrai. Mais Non, mais il je n'y a pas pense. une action où David Guiraud fait machin à quelqu'un, je sais pas, ça lui ressemble pas. Dis la vérité. Non, moi je dirais faux, moi. Mais c'est pas une FAQ, ça pourrait être C'est un trop titre, vague. un titre de FAQ. Moi, je vois un titre de FAQ de vieux youtubeurs genre Fanta. Fanta dit la vérité, tu vois. Sur les bitcoins. Os Politique dit faux. Moi je dis faux. Moi, je dis faux aussi. Je trouve... Non, Faux. je dis vrai, moi. Moi, je trouve que c'est YouTube probable, donc je dirais oui. Non, c'est faux. Ah bon. Aïe, aïe. Mais effectivement, j'ai essayé de prendre à contre-pied en disant Ouais. tiens, celui-là, il est un peu. Dis la vérité. Ouais, oui. Mais nous, on a voté vrai au high kick. Hein, donc... David Guiraud face à une macroniste en plein burn-out. C'est horrible. Ça me dit un truc. Alors je sais pas si je confonds avec un autre, mais je crois que c'est vrai. Non, parce que non, tu non. Là, je fais C'est mon horrible. Benoît Hamon mental. Non, le burn-out, c'est un vrai truc. ça Mais touche- j'allais dire ça, en Pourquoi tu fais vrai. Jean Massier quand tu fais Benoît Hamon?
En vrai, même les ennemis de classe ont leur pas le burn-out quand même, tu vois. C'est grave, c'est grave. Ça me dit un truc. Franchement, ça me dit un truc. Alors, je sais pas si c'est un truc proche, mais je pense que c'est vrai. Alors, si c'est des vraies réponses, j'ai pris vraiment le truc entier, quoi. Ouais, David Guiraud met ce macroniste en arrêt maladie. C'est trop bizarre. Ouais, David Guiraud, lui, promulgue une durée d'ITT supérieure à 8 jours. Bah écoute, c'est pas terrible, mais si c'est vrai, c'est pas terrible. Donc la dernière fois qu'on s'était dit ça, c'était sûr, il fait presque pleurer Elisabeth Borne. C'était faux la dernière fois. Et c'était faux, donc ouais, on va dire c'est faux. Non, c'est faux. Moi je dis vrai, moi. Il y a un seul vrai, et bah c'est vrai. C'est un Oh vrai là titre. Ah, c'est grave, franchement, c'est J'aurais grave, dû noter David, à c'est chaque grave. fois qui c'était, mais c'est. Bah ça aurait ouais, été le trop long. burn-out, il y a des gens, ils sont en dépression, ils sont Ouais, pas bien. bah non, c'est ils- pas, non, c'est Ouais, pas ouf, mais d'accord. on peut pas être. Ah, mais on peut est pas trop- avoir des titres YouTube On peut pas parfaits. taper juste à chaque fois, mais C'est Maudit et moi, on est trop politiquement corrects. ben, on défend les travailleurs, Franchement, voilà. aucune Voilà. critique à faire sur aucun de ces titres YouTube, à part peut-être celui-là. Ah ouais. Le reste, c'est propre. Alors, David Guiraud explose les macronistes en live. Bah oui, ça, oui. Ça, c'est crédible, ça. Ça, c'est En classique. live. Ouais. Oh, on est sur du classique. En live, oui. Bah en live, tout plateau est en live sur BFM. Ouais. Oui, Ouais, pourquoi moi, je pas. pense vrai, Ouais. moi, ça me choque pas. Eh ben, c'est vrai, tout Voilà. simplement. Bien sûr. J'ai même envie de dire, c'est l'archétype. Oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Ah ouais. Le C'est maître étalon. archétypal. Voilà. C'est la base. Au-dessus, c'est tu brodes autour de ça, quoi. David Guiraud met en PLS le RN à l'Assemblée. Oui. Ah, c'est vrai, ça, ouais. Oui. Ouais. Bah c'est sûr, ouais, je pense, ouais. Ouais, Ouais. c'est vrai aussi. C'était la fameuse vidéo où il place des pépitos Ah oui, les pépitos. exprès pour faire son TikTok. Des pépitos. Mais oui, ils étaient. Ils- Pendant qu'on travaillait en commission. Vous étiez en train de fêter un anniversaire, c'est ça, En mangeant des vous pépitos. préférez manger des pépitos plutôt que de travailler? Et c'était un challenge qu'il avait. Non, mais il devait Non, avoir son mais conseiller après- de com derrière qui était Ouais. là. C'est bien, David. Ah, c'est pas mal la vanne des pépitos, mais c'était pas en commission qu'il avait dit ça. l'avait Non, redit, il non, l'avait non, redit une deuxième c'était- fois. non, 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 il l'avait c'était- dit 2 fois. Ah, Il l'avait dit ah, 2 fois en deux fois. commission Il y a et eu après deux fois Pépito. il était très content de son coup, il l'avait redit à l'Assemblée. Ah non, mais c'était bien les pépitos. Ouais, Il ouais. recycle, il recycle. Mais il nous écoute, hein, de toute façon, donc puisque Oui, David Guiraud, les pépitos, c'était pas mal. David Guiraud sèche la ministre Schiappa jusqu'à la dernière goutte. La dernière goutte de quoi? C'est horrible. Ah non, je veux pas y croire. à ça. Ça, non. Je suis en train d'imaginer Chiappa déshydraté. La dernière. Non. Non, c'est glauque. Ah non, on n'y croit pas là, c'est trop. Non, c'est faux, c'est moi. Non, mais c'était bien. Un cyborg de LREM. Attends. Un cyborg de LREM se fait désinstaller en direct. Celle-là, elle est géniale. C'est incroyable. Je Je l'adore. pense que c'est faux, mais c'est très bien. Ah non, moi je veux que ce soit vrai ça. Tu dis vrai, Udul? Ah ouais, j'adore ça. Non, c'est faux. Faux, Si moi, tu je dis faux, faux. C'est vrai. Ah. C'est vraiment ma préférée. Ça, mais non. C'est incroyable. Tu vois, ouais, non, c'est Ça, incroyable. c'est sur incroyable. TikTok. Il y a un petit emoji robot aussi. Bah si, c'est vachement bien. C'était désinstallé en direct. Incroyable. Et j'en ai un dernier. Donc là, c'est le. En plus, tout le monde est à égalité. Pas du tout. Absolument pas compter On les s'en points. fout, on compte pas, ouais. David. Pardon. Ah, je suis dans un état de fou. David Guiraud. Oh là là. David Guiraud broie un macroniste sans pitié. Le journaliste le ramasse à la petite cuillère. Ah d'accord. Ah Non, là, c'est- le titre est pas clair parce qu'on dirait que le journaliste ramasse David Ouais. Guiraud. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est Ça, pas un ça- bon ça- titre. pour moi, ça ressemble à une imitation que quelqu'un aurait écrite pour induire des gens en erreur pendant un quiz, par exemple. Ouais, Moi, je comme- pense c'est trop long pour être faux. C'est vrai. Moi, je pense- Enquêteur. moi, je pense que C'est trop faux. long pour être faux. Moi, je pense que c'est faux. Moi. Moi je pense que c'est faux. Non, c'est faux. Et C'était moi. voilà. Et merde. Bon, et ben voilà. C'était très bien. Voilà pour le jeu, le jeu du David Guiraud. Super jeu. David, t'as kiffé ou pas? Laisse un commentaire, un pouce, Laisse un whiz sur le pour nous podcast. dire si tu as bien rigolé avec nous. Bon, écoutez, on va parler de vos actus à venir. Là, c'est l'été qui commence. On se repose. On part en vacances avec Ruffin. On va baiser au camping avec Ruffin, là. C'est ça? C'est ça son slogan d'ailleurs. Baisons au camping. On va travailler hein, pour la restauration qui a besoin de bras quand même, mais il y a des bungalows gratos pour les jeunes. C'était son grand projet là il y a pas longtemps. Maudit, ça dit quoi à la rentrée?
Ça dit les projets d'émission avec Arte encore. Voilà. Donc, jour de play, un mercredi dans le mois, en direct de Twitch. Donc, n'hésitez pas à suivre Arte sur Twitch. Ça dit que ma chaîne va continuer à être remplie de contenu sur Twitch en tout cas. Donc, la chaîne Twitch Arte, ArteFR, c'est ça ? Exactement. Et ça dit les portraits sur Blast, évidemment. Eh oui. Eh oui. Eh oui, les portraits, on va en parler du coup. Donc là, tout le monde a participé aux portraits, mais il y en a un qui s'en va et une qui arrive. Alors, comment ça s'est passé, moi, Usul, je pense que ça peut marcher sans moi, cette histoire. L'essentiel, c'est qu'il y ait des portraits. Donc, c'est des portraits de personnalités politiques de la 5ème République, a priori, ou je sais plus si on se concentre sur la 5ème. Sur de la libération à nos jours. Ok, oui. On a un peu élargi aussi. Oui, ok. Parce que bon, Chaban-Delmas, il y avait un peu de quatrième. Oui, il faut parler un peu de ça. Ce qu'il faut avoir, c'est des archives vidéo, en tout cas. Donc, c'est essentiellement la 5ème République. Oui. Beaucoup plus chiant de faire Léon Blum ou je sais pas quoi, parce que là t'as des images, ou même Jaurès, mais t'as des vieux trucs tout dégueulasses, on n'entend rien, on comprend pas. On avait voulu faire Pépin le Bref aussi, mais très très peu d'archives quand même. Les images de l'INA sont pas hyper nettes. Richelieu, tout ça, on galérait de ouf. Donc bon, Pépin le Bref. Portrait politique. Son nom est marrant, de toute façon. Il est pas resté longtemps, c'est pour ça. Non. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'allais dire un truc, mais tu m'as parlé de Pépin le Bref. Ça m'a perturbé. Ah oui, non, je voulais parler sur Léon Blum. Il y a une grosse série de podcasts France Inter. De Philippe Collin, absolument, sur France Inter. Ils sont pas mal, ces podcasts. Ouais. Donc j'écoute ça, j'ai pas encore fini. Le dernier qu'il a sorti, c'est sur... Merde, comment elle s'appelle du Barry, là. La comtesse du Barry, là. Ah, celle dont il y a le film... Voilà. Ah, d'accord. Jeanne du Barry. D'accord. Oui. Voilà. Et je lui ai répondu... c'est mort pas après ce qu'elle a fait à Edoui. Et il m'a répondu non, nous ne citons pas le film de Maïwen dans le truc. Il a répondu très premier degré. Il a répondu hyper premier degré. Je fais c'est mort, parce que mon tweet c'était vraiment c'est mort Philippe, j'écoute pas cette fois-ci. Pas après ce qu'elle a fait à Edoui. Et lui, voilà, premier degré. C'était très drôle, mais ces podcasts sont très bien. Il est venu en première partie de Backseat une fois. Ah oui. À la limite, plutôt que Jeanne du Barry, j'ai envie de dire, écoutez, il y a un Pétain, il y a un Blum. Le Pen. Il y a un Le Pen, alors qui est un peu controversé. Apparemment. Oui, sur un aspect, mais qui globalement reprend quand même. Ouais. Et puis Simone de Beauvoir. Il y a un Simone de Beauvoir qui est pareil, 8 épisodes, 8 fois 1 heure, faut s'imaginer. Oui, c'est vraiment un truc, c'est vraiment des séries, quoi. Ouais. C'est 8 fois 1 heure. Et donc là, les portraits sur Blast, donc c'est, on prend une personnalité, ça dure à peu près une demi-heure. Je prends une personnalité et je l'éclate en live. Et elle se fait dessus. Je dégomme ce personnage historique de la 5ème République. Oui, voilà. C'est pas à moi que vous demandez d'en parler, c'est plutôt aux deux autres parce que eux, mais justement, donc vous aviez initié ça à deux et donc toi tu te barres, voilà. Tu as été viré sans ménagement, non c'est pas vrai. Et Maudit, tu arrives et il y a déjà un portrait qui est sorti. Oui, avec on tourne le deuxième très bientôt. Demain. Demain, ouais. Dans notre timeline. Et il s'annonce bien, moi de ce qu'on m'a dit, ça va être marrant. Oh là là, mystère, je ne sais pas si... on peut dire qui c'est, de toute façon il sera probablement sorti. Bien sûr, bien parce sûr. Que ça sortirait quand ? Ça sortirait mi-juillet, mais de toute façon il y aura l'annonce de la De toute personnalité façon, demain, il faut bien sur les réseaux, attirer les gens vers le contenu, donc pas de problème. Écoute, une exclue Exactement. tour. Ce sera pas une exclue au moment où tu sors le podcast. Non, mais là actuellement c'en est une. C'est une exclue, ce sera sur Dominique de Villepin. Aïe. Je trouve toujours des excuses pour parler de Sarkozy. Je suis très contente. On est obligé de parler de Sarkozy. En plus, avec Usul, on n'avait pas beaucoup fait de gens de la période sarkozyste. Donc là, on s'est dit, allez, petit Dominique de Villepin. Moi, c'est ma période préférée. Donc, le croc de boucher et tout. Alors, on parle un peu de ça, ouais, mais on passe aussi pas mal de temps sur... Clearstream, Denis Robert, putain, en plus, ça match. Oui, je parle de Clearstream, ouais. Mais oui, c'est vrai. Et il y a aussi toute son apparence, ce qu'il jouait avec son physique là. On le traite de gros bourgeois, voilà. C'est ça la vérité, voilà ce qui se passe. Puis le mec fait 2m40. Tu nous spoil tout. Mais ça donne envie là, tu vois, là c'est un teaser. Mais oui. Voilà. Ça va être bien. En vrai, ouais, vachement intéressant, Dominique de Villepin. Et puis, Dominique de Villepin, c'est le genre de personnage qui revient un peu souvent dès qu'il y a de l'actu un peu international ou même, surtout international. Il y a toujours un moment où on le retrouve en interview à la radio qui va dire un truc avec de la hauteur de vue, et souvent qui est globalement salué un peu
un peu partout. Il y a un peu ce côté-là, ouais. Bah, en Ouais. fait, on l'invite. Il y a eu des invitations récemment parce qu'il y a eu l'anniversaire de son discours à l'ONU contre la guerre en Irak, les 20 ans. C'est son truc, quoi. C'est ça, ouais. Ça, c'est vraiment le truc qui le caractérise. C'est sa rente. Et d'ailleurs, lui, s'est pas trompé. Hein, quand il a quitté la vie politique, il a commencé à faire des expertises sur l'international, alors que à la base, il vient pas du tout de ces milieux-là. Mais lui, il a une carrière. Enfin, il n'a pas fait du tout ces études-là, mais lui, à la base, il a une carrière diplomatique, il a travaillé dans les ambassades, comme conseiller et tout ça, et il est monté un peu par ces sujets-là, donc c'est vraiment ses thèmes de prédilection. Oui, c'est comme moi, je suis politologue maintenant, je te dis. Bah oui, Il est internationalologue. Pareil, c'est par le travail, quoi, l'expertise maintenant qui arrive par l'expérience. Il est payéologue. Et du coup, Maudit, comment t'as été amené sur l'émission ? Je pense que c'est Host qui cherchait une femme. Bonjour, j'ai dit ça à Blast. Bonjour, je cherche une femme. N'importe laquelle. Non, mais alors c'est une vanne parce que en fait c'est un truc qui m'arrive très régulièrement de bonjour, il nous faut une meuf, donc on a pensé à toi. Non, là c'était pas du tout le cas. Je pense que c'est juste que comme Usul avait envie d'arrêter, tu cherchais un profil. Après c'est toi qui peux mieux en parler. Mais on avait fait l'événement Furax pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles quelques semaines avant. Donc je pense que d'un point de vue professionnel, tu vois, j'ai réseauté et j'étais très fraîche dans sa tête à ce moment-là. Ah, c'est bien. Donc, mais il faut profiter de ce genre d'opportunité. Je pense à quelqu'un de gauche qui est sur Lyon pour taffer, c'est quand même plus simple, dont je suivais déjà les streams, qui étaient un peu sur ces thèmes-là et qui pouvaient parler de ces questions-là. Bah, ça a été quand même assez évident au final. Oui. Avec des lunettes. J'ai pas eu trop de mal d'ailleurs à. Avec les cheveux longs. J'ai pas eu trop de mal à imposer. Mince. Voilà. Corps de victime et voilà. C'était exactement le cahier des charges. Mais j'ai pas eu trop de mal à faire dire à Blast, j'ai présenté Maudit, ils ont dit ok, enfin ça a pas été. Parce qu'ils ont vu une photo lors du tournage qui a été envoyée à l'équipe, ils ont fait ça nous dépayse pas trop. Oui, c'est vrai. J'avais pas du tout pensé à ça, mais c'est vrai. Ok. Et du coup, ça te plaît ? Ça va ? C'est bien ? En fait, j'ai tourné très peu de vidéos pour YouTube. J'en ai fait une entièrement toute seule. Où parce que c'est vrai que c'est pas du tout un format. Non, moi je suis vraiment dans. C'est du live, toi. Je suis vraiment dans le live et du coup d'avoir un script qui est écrit à l'avance et après de tourner face caméra, en fait, je l'ai fait qu'une fois toute seule. Donc c'est pas forcément facile, mais ça se fait. Ce qui est pas forcément parce que c'est vrai que moi je dis, je suis beaucoup plus stressé quand je fais ce podcast-là alors que c'est enregistré, qu'on est que 4, que j'ai après le temps pour monter, que si je suis pas content d'un truc, je peux tout à fait décider de pas le mettre. Et je suis quand même plus stressé quand je lance ça que quand je lance un live sur Twitch. Parce que quand tu lances un live, il y a les gens qui sont là, quoi. Donc ça change beaucoup de choses. Après, je suis en train de prendre mes marques, mais c'est vrai que c'est un tout nouvel exercice pour moi, quoi. Bon voilà, et Oz, donc il y a donc les portraits qui continuent, la matinale qui va prendre une pause de vacances. Qui prend une pause de vacances, mais je ferai quand même des lives cet été, mais la matinale reprendra avec ses horaires habituels fin août, début septembre, comme d'habitude. Je fais la pause comme les radios, donc, je fais la grille d'été. Ouais. Et donc, tu feras le feuilleton. J'ai pas prévu de feuilleton de l'été. Je peux pas écrire tout seul un feuilleton de l'été. Je ferai peut-être du stream jeux vidéo, quoi, que je fais en été. Et à la rentrée, même format, matinale, il n'y a pas de nouvelle formule. Pas de grosse nouveauté sur la matinale à la rentrée, non, pas a priori, ce sera le même format. Donc à suivre, lundi au mercredi, 7h, 9h. Sur Twitch. / Ospolitique. Tout à fait. Usul ? Ouais. L'année prochaine, ça dit quoi à la rentrée ? Alors, figure-toi que moi j'ai arrêté les portraits parce que... Tu sais qu'on Marcel, on me dit alors c'est quoi ses actus, qu'est-ce qu'il va faire ? Je dis mais demandez lui un peu. Cassez-lui les couilles à lui. Vous allez voir comment vous allez être reçus. C'est exactement ce qu'on m'a dit, mais moi il me répondrait pas. Et je dis pourquoi tu crois que moi je vais te répondre ? Oui, toi t'es gentil. Et lui il va nous prendre de haut, il est snob, c'est connu. Donc oui, si j'ai arrêté les portraits, c'est parce que je commençais à bosser sur les marioles. Et comble du truc, donc j'avais beaucoup moins de temps. Et donc les marioles, c'était les marioles, c'est Blast qui essaye de reprendre un peu les marionnettes, la satire politique comme du temps des Guignols avec Bruno Gassio. Mais là, je vais vous donner de l'info. À la rentrée, ça s'est pas bien passé moi avec Bruno Gassio. Et je ne vais pas sur les marioles à la rentrée. Et voilà, ça c'est de l'info. Je peux pas vous dire ce que je vais faire, je peux vous dire ce que je vais pas faire. Donc ça tu peux le dire, tu seras pas sur les marioles ? Je serai pas sur les marioles, très bien, faites votre truc. Si c'est compliqué avec Gassio, c'est compliqué avec Gassio. Voilà, je dis les termes. Hein. Voilà. Tu dis les termes. Par contre, je vais faire un truc sur Blast aussi. Ok. Voilà, ça je peux le dire. Peut-être même plusieurs. Et puis j'ai d'autres trucs en discussion, mais dans tous les cas, je serai là. Ne vous en faites pas. Vous ai-je jamais abandonné tout à fait.
non. Toujours, je reviens avec un truc. Donc voilà, je vais revenir avec un truc. Et là, sur ta chaîne Twitch, t'avais l'habitude un peu de faire des revues de presse. Surtout l'été. C'était du lundi. Surtout l'été, là, c'est d'où le nom aussi de la chaîne, sur YouTube. Un été apprenant et culturel. Donc on va encore passer un été apprenant et culturel. J'ai streamé 3 heures dimanche parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai regardé un petit peu, ouais. Voilà, il y avait beaucoup de choses à dire sur les. Et puis j'étais là, merde, j'ai pas de moyen d'expression. Ça m'emmerde. Bon, bah allez, on ressort le stream. Allez, tant pis. Donc voilà. Voilà. Oui, c'est une tribune facile qui peut popper de toute façon à tout moment si. Bah ouais. Quand t'as des trucs à dire et que bon bah là j'ai pas de format en ce moment, donc heureusement qu'il y a Twitch et puis on va suivre tout ce qui se passe ensemble, je pense cet été sur Twitch. Oui. Ok. Oui. Bah, super. Ben merci à toutes et tous. Merci. Déjà d'avoir accepté mon invitation. Ospolitique d'avoir hébergé physiquement ce podcast. Tout à fait, qui, merci. Je vous le rappelle, était en déplacement à Lyon pour cet épisode-là. Et puis, bah, écoutez, très bon été à tout le monde. C'est le dernier épisode du Millennium Tour de cette saison 1/pilote. Donc, on reprendra à la rentrée et puis on fera le bilan de tout ça pour sortir, pour voir un petit peu. Sortir par le haut. Sortir par les hauts de ce podcast, de cette épreuve et puis voir un petit peu comment je reformule tout ça et puis voilà, est-ce qu'il y aura un truc de financement participatif peut-être si jamais, voilà, c'est le genre de questions qui sont pour l'instant c'est 100% gratos mais voilà, c'est le genre de questions que je me pose et donc voilà, on laisse l'été passer, on se repose, on prend le soleil beaucoup trop chaud et puis voilà. Et voilà. Et bah, allez, au revoir à tout le monde. Salut. Au revoir. Au revoir.